Bienvenue à tous et à toutes. Ce n'est pas une, mais deux œuvres qu'on va vous présenter dans l'émission d'aujourd'hui. Un jeu, un film. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour entendre nos coups de cœur du moment. Bonjour, bonsoir, je suis Ivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler de nos coups de cœur du moment. Donc, deux œuvres qu'on va vous évoquer, une œuvre jeu vidéo ludique, premièrement, et après une œuvre cinématographique. Donc si cela vous plaît, je le dis de suite, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, à liker et puis surtout à le partager. Voilà, avant toute chose. À chaque fois on le dit à la fin, là je le dis de suite. Mais comme à son habitude, pour bien débuter cette émission, on commence par la grande question. Comment vas-tu, Davin? Parce que c'est important quand même. C'est important pour bien commencer. C'est ce que les gens veulent savoir en priorité. Ah bah c'est... Sinon, On ça a sert à regardé rien, les on arrête. stats, on a regardé les statistiques et après ma réponse, les gens partent et raccrochent le podcast. Donc je répondrai à cette question en fin d'émission. À la fin? Voilà. Ouais, Ah, ouais, c'est pour le pas watch con. time, hein, tu comprends. Bah c'est ça, c'est le neuromarketing. On étudie C'est ça. un peu comment se comportent nos auditeurs pour mieux les Vous accrocher. saurez comment je vais en fin d'émission. Voilà. À tout à l'heure. Oui, parce que je pars carrément. Tu fais l'émission tout seul. Bon, moi je pense qu'il va bien, parce qu'il est en vacances, voilà, faut le dire. Ah, Faut le dire. ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut le dire. Pendant que moi je travaille durement. Ah, c'est la vie, c'est ça. C'est pour ça on fait une petite émission tranquillou aujourd'hui. Mais C'est tranquillou, enfin, pas tout à fait, parce que moi, ça fait un mois que je suis sur l'œuvre sur laquelle je vais vous parler. Ah oui, tu travailles. C'était pour ce podcast. Ah bah que c'est ça pour le fait un travail, mois que c'est t'es pour le... Voilà, c'est ça. dessus. Et c'est en plus c'est l'œuvre cinématographique du coup, donc tu l'as regardé à peu près une quarantaine 40 de fois, je fois. crois. 40 fois, ouais. 40 c'est ça. Non, c'est justement l'œuvre jeu vidéo ludique dont on va parler. Parce qu'on avait déjà fait une émission top 2 coups de cœur en fait du moment. Bah, c'était c'était deux jeux vidéo à l'époque, ouais. C'était deux jeux vidéo, ouais. Il me semble que c'était Kena et Hitman. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Ouais. Et là, on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on a chacun un coup de cœur un peu différent. Toi, du coup, ce jeu vidéo auquel je ne joue pas. Ouais. Et du coup, un film que j'ai plutôt apprécié. Mais ça, on le saura tout à l'heure. Et je pense qu'on va débuter par justement ce jeu vidéo. Ce fameux jeu vidéo. Mais quel est-il? Mais je ne le connais pas. Je t'en parle depuis un mois, mais tu ne connais pas. Ce jeu, c'est Elden Ring. Donc c'est pas très original parce que c'est le jeu dont tout le monde parle en ce moment, j'ai l'impression. Alors après, j'ai l'impression peut-être parce que moi je suis matrixé par ce jeu, donc j'ai l'impression que tout le monde en parle. Ah bah moi j'ai Mais l'impression de le voir partout. Ah ouais. Bah oui, parce C'est que hallucinant. vu qu'on suit tous les deux quand même Chiez et Quinten, et là, Ouais, non, depuis deux en que- plus, oui, ils sont au mis à taquet fond dessus. aussi. j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça. Ah, c'est devenu des chaînes Elden Ah, Ring. c'est une hein, chaîne c'est- Elden Ring. Non, mais c'est assez hallucinant ce qui se passe autour de ce jeu. Je t'avoue que ça me surprend beaucoup. Enfin, je pensais pas que ça allait Ouais. être autant en fait. Je savais qu'il avait sa communauté. C'est des jeux de From Software. C'est un studio qui est réputé, on va dire, pour faire des jeux difficiles. C'est un peu la Leur patte, un réputation petit peu. qu'ils ont. Ouais. Et du coup là, c'est leur premier jeu en monde ouvert. Avec un côté un peu marketing, parce qu'il y a J.R.R. Martin, Ouais. l'auteur qui a écrit les Game of Thrones, qui a participé. Alors, on ne sait pas trop exactement en détail sur quoi il a participé. A priori, c'est sur l'écriture un peu du lore. Mais du coup, ça fait Ok. quand même un gros coup de projecteur sur la licence pour le grand public. Mais de là, en fait, ça fait quand même... genre par exemple pour les Game Awards, ça faisait 2 années de suite qu'il était élu par les joueurs comme le jeu le plus attendu. Donc c'est quand même énorme, mais moi je me disais, bon, c'est les joueurs qui votent dans ce genre de cérémonie, c'est pas le grand public, tu vois. Et
Et les jeux From Software ont leur communauté. Je me disais que c'était ça, en fait. C'était une grosse communauté très fidèle, très engagée. Et ils votaient en masse et c'est pour ça qu'il y avait ça. Mais je pensais pas que ça allait franchir la barrière du grand public, quoi. Et là, c'est stratosphérique ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'ils ont dépassé les 17 millions. C'est pas du niveau d'un Red Dead, mais on est pas loin quand même, quoi, tu vois. Donc c'est stratosphérique. Et du coup, moi, je m'y suis lancé. Et à la base, en fait, moi, c'est depuis Sekiro. C'est à ce moment-là que je me suis dit que vraiment, il fallait que je joue à un de ces jeux pour tester, pour que culturellement, tu vois, que je découvre ce que c'est. Ils ont une tellement bonne réputation que j'ai envie de savoir, mais je savais que si je m'y mettais, en fait, il faut s'investir. C'est pas juste j'allume et puis je teste pour voir si ça me plaît ou pas. Ce genre de jeu, il faut que tu y ailles en sachant où tu vas et en sachant que tu vas y passer du temps et parce que tu as des choses à apprendre, etc. Et Sekiro, je t'avoue, il était Game of the Year, donc tu sais, c'est tentant. Tu te dis au moins, il est qualitatif, quoi. Mais l'univers Japon féodal, etc., voilà, j'étais pas ultra chaud. C'est pas un univers qui me parle à fond. J'aime bien, tu vois, j'aime bien le Japon, mais je préfère limite le Japon d'aujourd'hui, avec un peu, on en a déjà parlé, tu vois, le côté très technologique, le côté très traditionnel. Mais de là à voir toutes les histoires de Japon féodal et tout, je suis pas non plus un grand fan, quoi. Et du coup, voilà, ça me tentait pas trop de me lancer dans cet univers. Et leur ancien jeu, donc il y avait du Demon's Souls, il y avait du Dark Souls, etc. Pareil, cette ambiance un peu gothique, mais je crois que dans ma tête, comme je ne m'étais pas concentré à fond sur les jeux, c'est surtout Bloodborne. C'est une autre de leurs licences, qui a un style un peu Lovecraftien, avec un style qui me botte pas trop, en fait, de loin, de très loin, parce que je m'y suis jamais intéressé à fond, mais de loin, ça me donnait pas envie de rentrer dans ce genre d'univers. Du coup, c'est pour ça que j'étais tout le temps passé à côté. Mais là, je m'étais dit, bon, vas-y, leur prochain jeu, je le fais. Je m'y investis, j'ai envie de découvrir ça. Et il se trouve que leur prochain jeu, c'était Elden Ring. Et du coup, j'ai entendu parler des J.R.R. Martin. J'ai vu les premiers trailers, etc. Avec des dragons, aussi. Et là, j'ai fait, en fait, moi, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, tu vois, ça me rappelait un peu ça. Et là, déjà, l'univers, j'ai commencé à me dire, bon, là, par contre, c'est le genre d'univers dans lequel je peux aller. Je me suis rendu compte, du coup, par la suite, que les Dark Souls, finalement, on n'est pas si loin. C'est pour ça que je te dis, comme je m'y intéressais pas de loin, j'ai l'impression que c'est le côté Bloodborne que j'avais en tête. Alors que le côté Dark Souls est beaucoup plus proche d'Elden Ring, finalement. D'accord. Mais ça, quand tu regardes les choses de loin, forcément... Mais Bloodborne, c'est pareil. C'est du... c'est From Software aussi. Comme jeu. Oui, c'est pareil, c'est le même... Ah ouais. Alors c'est pas le même gameplay, j'ai l'impression que tu as des pistolets, etc. Pareil, j'ai regardé beaucoup de plus loin, mais donc c'est pas exactement le même gameplay, mais c'est dans la même logique, on va dire. Ok. Et du coup, par contre, c'est pas dans le même univers, c'est un univers un peu plus... alors pareil, de loin, ça se trouve, je vais dire des grosses bêtises, mais un peu, tu sais, pas du cyberpunk, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est... ce style un peu, tu sais, futuriste, avec des anciens peu rétro, flingues, par exemple. Rétro-futuriste, c'est un peu... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu genre, il y avait le jeu The Order qui faisait penser un peu à ça aussi. C'est pas cyberpunk, mais il y a un nom comme ça. Enfin bref. Ah oui. De loin. Ça. Je regarde des images là, ouais, effectivement. Et bref. Okay. Du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser et tout. Et puis il y a un an, quand la PS5 est sortie, il y a le remake de Demon's Souls qui est sorti. Donc Demon's Souls, c'est leur premier Souls. C'est avant les Dark Souls, en fait, ils ont sorti en premier Demon's Souls. C'était le jeu dans ce style-là. Hein. C'est vraiment celui qui a lancé en fait tous les autres. Et là, c'est Bluepoint. Tu sais, par exemple, on avait testé Shadow of the Colossus. Bluepoint, c'est une société qui fait des remakes, mais des vrais remakes. Tu vois, les mecs, ils poussent vraiment les graphismes à fond et tout, quoi. Et okay. Là, ils avaient sorti Demon's Souls. Et j'avais regardé des vidéos et tout. Et vraiment, j'avais cette barrière la difficulté. Tu tombes contre des boss et en fait tu galères, c'est ultra frustrant, etc. Et j'étais pas dedans et voilà. Ouais. C'est Nioh, est-ce que c'est eux aussi? C'est pas eux, non, c'est pas eux. Mais non, c'est un jeu, on va dire. C'est un peu le même style. Voilà, c'est un jeu qui a essayé, qui a repris un peu la recette des From Software justement pour. Voilà, pareil. D'accord. Pareil, mais c'est un peu plus Japon féodal, je crois, Nioh aussi. Donc pareil. Oui, t'as les yokai et tout, donc c'est pour ça que moi j'avais testé celui-ci. Mais... Ah, t'avais testé, ouais, pareil, c'est ça, ouais. Et ouais, j'avais testé, mais bon, quand j'avais vu la difficulté. C'est des jeux, de toute façon, faut s'investir. Il n'y a pas de secret.
Parce que du coup, je me suis lancé moi dans Elden Ring, mais je savais où j'allais. C'est vraiment pas un jeu que je conseillerais genre à des débutants, ça, c'est sûr, c'est clair et net, mais même à des gens qui n'ont pas le temps en fait. Parce que tu prendras pas ton plaisir en fait tout simplement sur Elden Ring. Moi j'ai passé pas mal de temps à me renseigner en amont sur les différentes classes, sur les points de compétences, où les rajouter, comment structurer son personnage. Et tu as besoin en fait de tout ça pour comprendre un peu la grammaire de jeu, qui est très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est ce qui fait partie du plaisir. Parce que ça faisait partie de ces jeux. Ils étaient réputés ultra. Enfin, c'était vraiment des. Genre, Game of the Year pour Sekiro, tu vois. Donc c'est quand même énorme. Pour un jeu qui semblait être de niche, quoi. Donc tu dis, il y a quand même quelque chose, quoi. Mais j'avais toujours de ce côté extérieur, j'étais toujours en train de me dire, mais est-ce que c'est pas le côté. Je m'investis, et comme je m'investis, je passe du temps, et donc je suis obligé d'apprécier. Parce que sinon, c'est-à-dire que j'ai gaspillé mon temps, tu vois. Et du coup, j'avais un peu ce doute de me dire, est-ce que c'est pas le côté, comme c'est difficile, t'es obligé de t'investir, et du coup, c'est ce qui fait que tu vas te sentir obligé de dire que t'as adoré. Parce que sinon, ça voudrait dire que t'as perdu ton temps, tu vois. J'avais un peu ce truc de me dire... Parce que, je te dire, c'est très cryptique. Quand j'écoutais des gens qui étaient fans de ces jeux, c'est compliqué en fait de savoir pourquoi ils aiment autant. À part dire que c'est un jeu exigeant, que c'est une direction artistique de ouf, etc., un lore qui est très sympa. Pareil, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un lore. C'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est que tu me dis, ça raconte quoi Elden Ring? C'est un peu comme Zelda Breath of the Wild. Tu me dis, ça raconte quoi Zelda Breath of the Wild? Je te dis, c'est un mec qui se réveille et il doit sauver la princesse, tu vois. Globalement, c'est ça. Elden Ring, c'est un peu ça. Elden Ring, l'histoire, c'est qu'il y a un cercle avec du pouvoir, un peu comme toi, le Seigneur des Anneaux, ça fait vraiment penser à ça. Il y a un cercle qui est rempli de pouvoir, et un jour, le cercle, il explose, et plein de demi-dieux récupèrent une partie du cercle, et du coup, toi, tu dois les taper pour récupérer, voilà, en gros, pour devenir pour refermer le cercle. d'Elden, tu vois. D'accord. Ouais, c'est ça, en gros, voilà, globalement, après, j'ai pas fini le jeu, donc voilà, Oui. Peut-être que parce qu'il y a des trucs que tu comprends au fur et à mesure, mais c'est ce qui fait toute la richesse de la narration. Et donc là, pareil, je vais pas trop spoiler, parce que sinon, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, parce qu'un des plaisirs réellement, c'est que si tu décides de t'investir dans le jeu, c'est hallucinant. Le jeu t'offre des choses, et même c'est un travail sur les émotions. On va te faire vivre des choses pour que tu ressentes d'autres choses. Et il y a des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Mais même juste dans l'exploration. Il y a des sentiments d'exploration que j'ai eu dans ce jeu que j'avais jamais ressenti. C'est difficile. Tu vois, c'est pour ça que trop abstrait, très difficile. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'en parler sans spoiler parce que j'aimerais pas gâcher le plaisir aux gens qui écoutent. Mais en même temps, c'est difficile de comprendre, tu vois, ce que j'ai pu vivre. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tu vois, par exemple, dans Zelda, ce qu'on a tous adoré, c'est que tu pouvais faire le jeu un peu dans le sens que tu voulais. Tu pouvais même aller taper le boss final dès le début. Tu vois, tu savais où il était, il n'y avait pas de souci. Mais limite, en fait, maintenant que j'ai joué à Elden Ring, je me dis qu'en fait, Elden Ring te lâche encore plus. Parce que Zelda, finalement, t'avais un premier point où t'allais au village de Impa, et après, elle t'indiquait, avec un point sur la map, les 4 créatures divines à aller débloquer. Fallait que t'y ailles, mais t'avais quand même 4 points, tu vois. Là, en fait, dans Elden Ring, t'as rien du tout. C'est tu ouvres une porte, basta. T'es lâché et tu fais ce que tu veux. Et c'est toi-même qui dois expérimenter des choses pour savoir où aller ou ne pas aller. Alors, t'as quand même t'as des sites de grâce, c'est là où tu peux aller sauvegarder, qui t'indiquent une direction. Pour dire, il y a un truc intéressant par là. Et donc, si par exemple, dès que tu le fais dès le départ, si tu suis cette lampe, en fait, très vite, tu vas arriver face à un boss. À part si t'es vraiment fort, mais normalement, tu n'arriveras pas à le battre. C'est vraiment hardcore dès le départ. Et du coup, en fait, il te pousse. C'est par là qu'il faut aller, mais très vite, tu te prends une baffe dans la tête. Et du coup, tu dis, bon, en fait, je vais aller ailleurs. Mais du coup, il n'y a rien. Vas-y, tu verras bien ce qui se passe. Et c'est toi-même qui expérimente tes trucs. Et c'est dur à décrire, mais j'ai jamais ressenti ça dans un jeu niveau exploration. C'est tellement intelligent, c'est de la surprise dans tous les coins. Là, par exemple, pour ceux qui ont fait le jeu, je viens de débuter la 3e zone du jeu.
et j'en suis à 70 heures de jeu. Donc je sais même pas combien il y a de zones en tout. Je sais même pas combien il y a de zones en tout, mais je viens de finir. Alors j'ai bien fait les 2 premières zones, mais je débute tout juste la première. Et t'as vraiment ce sentiment qui est assez ahurissant. C'est que j'ai passé 70 heures dans les 2 premières zones du jeu. C'est limite plus que n'importe quel autre jeu déjà de base. Et tu arrives dans la 3e zone. Et tu dis, tiens, je vais aller là parce que ça a l'air cool. Je marche. Et en fait, mon regard est attiré par une petite statue. Puis je vais voir la statue, ça me fait voir d'un côté d'une falaise, puis j'aperçois un truc en contrebas, et après un tunnel sur la gauche. Ton cerveau, il part dans tous les sens. Je fais, attends, faut que j'aille là, faut que j'aille là. T'es obligé de prendre des notes pour dire, attends, parce que je vais louper un truc, Je sais même pas en termes de richesse comment c'est... À quel point c'est généreux. T'as l'impression que c'est un peu... Ça me fait penser un peu à Red Dead, où on sait que... Donc Red Dead, chez Rockstar, c'est les frères Hauser qui ont créé les GTA, etc. On a su après qu'un des 2 frères avait démissionné de chez Rockstar. Et t'as l'impression que Red Dead, c'était un peu avec l'argent qu'ils ont amassé avec GTA V, ils ont décidé de faire Red Dead un peu comme leur dernier truc, tu vois, leur dernier chef-d'œuvre, tu vois, Ouais. avant de tourner la page. Et qu'ils auraient pas pu faire, parce que ce Red Dead, c'est un budget de fou, quoi. Red Dead, il y a 1000 PNJ, c'est 1000 acteurs différents, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est- Dès que tu parles à un mec dans la rue dans Red Dead, c'est un acteur. Enfin, c'est complètement ahurissant, quoi. Bref, je vous renverrai vers notre émission sur Red Dead. Et du coup, là, j'ai la sensation d'être face à un jeu un peu de ce calibre-là. Comme si, alors je sais pas ce qu'ils vont faire derrière, mais c'est pas possible de faire plus. Au pire, ils feront même faire autant, ça sera de la répétition. Parce que là, je suis aussi content, moi, de débuter par ce jeu, parce qu'apparemment, c'est même sûr, ceux qui ont fait tous les Dark Souls, etc., il y a certains boss, ils ont un nouveau skin, on va dire, mais c'est les mêmes mouvements que des boss qu'ils ont déjà rencontrés dans d'autres jeux. Donc il y en a plein de nouveaux, hein, il y en a extrêmement, il y en a des centaines de nouveaux, totalement inédits, mais il y en a quelques-uns, c'est des mouvements qu'ils ont déjà vus, genre par exemple, il y a des gros ours, j'ai vu que dans Sekiro, les déplacements, etc., c'est les mêmes qu'un gorille dans Sekiro, tu vois. D'accord. En plus, l'ours, il ressemble un peu à un gorille, quoi. Il gratte des arbres et tout. Il fait penser à un gorille. Et en fait, j'ai vu que dans Sekiro, les mêmes mouvements et tout, c'était un gorille. Donc, ils ont repris, tu vois, certains trucs. Mais moi, comme je découvre Elden Ring et je découvre leur licence avec Elden Ring, pour moi, tout est nouveau, tu vois. Donc, je vois pas de redite nulle part, tu vois. Moi, c'est hallucinant. Mais quand tu te balades, tu rencontres quoi? Des animaux? Tu rencontres quoi en fait? Alors, il Tu y a rencontres un des petit peu de tout? animaux. Il y a des animaux gentils, pacifistes, des cerfs, des biches, il y a des sortes de lapins avec des longues queues, c'est des sortes d'animaux imaginaires, on dirait des Pokémon presque. Il y a des tortues, il y a je sais pas combien de trucs. Ok. Et après, il y a les PNJ, on va dire des méchants, tu vois. Et là, il y en a, mais je sais pas, je sais même pas combien il y en a. Faudra faire une liste une fois que j'aurai terminé le jeu, j'irai regarder des trucs pour me spoil, enfin une fois que j'aurai fini, tu vois. Mais je sais pas combien il y en a en tout, mais c'est vertigineux. Et puis ils ont tous des mouvements différents, des techniques de combat différentes. Et ce qui est assez ouf, c'est pour ça que ça demande d'investissement, mais que tu es récompensé. C'est que un PNJ qui va avoir une technique de combat, par exemple, toi, il y a moyen que tu l'apprennes, en fait, ta technique de combat. Et que tu te battes comme le PNJ que tu vois. Dans pas mal de cas. Des fois, tu sais que tu récupères genre en le battant, tu peux récupérer son pouvoir, par exemple. D'accord. Ou alors, il y a des armes. Parce que ça aussi qui est énorme, c'est que t'as plein d'armes différentes et chaque arme en fait c'est un gameplay différent. Moi j'ai décidé donc de me battre en tant que donc j'ai pris la classe vagabond. C'est un peu un chevalier où globalement j'ai un bouclier et une épée. C'est vraiment Link dans Zelda. C'est avec le bouclier d'Hyrule et l'épée de légende. Ouais. C'est vraiment ce genre de gabarit. Et moi j'adore. J'ai commencé comme ça. Et j'ai testé plein de gameplay, parce que genre le katana de samouraï me plaisait pas mal, mais du coup c'est pas le même genre de gameplay. Moi je suis beaucoup au contre, tu vois, avec le bouclier je contre, puis je fais de la contre-attaque derrière. Ok. Qu'au katana, j'ai vu carrément des mecs qui ont un katana dans chaque main, et eux ils sont plus dans l'esquive et dans la découpe pour faire saigner en fait l'ennemi, pour lui faire perdre de la vie. Alors que moi c'est pas du tout mon style de gameplay. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas continué en katana, parce que je suis moins dans l'esquive, je préfère le contre. Voilà, c'est juste
en plaisir Ok. personnel de jeu, tu vois. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débutants qui démarraient avec des classes de magie. Mais pour le coup, alors j'ai vu que c'était un peu plus simple pour appréhender le jeu parce que tu pouvais te battre à distance, tout ça. Mais à regarder les vidéos globalement de magie, bah, le gameplay me paraissait pas ouf. Alors j'ai vu que plus tard on débloque pas mal de nouveaux sorts et tout, donc c'est peut-être un peu plus marrant. Mais globalement, je voyais les mecs, ils étaient à 10 mètres du combat, et puis tu sais, ils agitaient leur bâton en l'air, et puis t'avais des sorts à un rythme déterminé qui partaient, quoi. C'était pas très Ouais. passionnant, je trouve. Moi, j'ai voulu partir, toi, avec un gameplay qui de base me plaît, et je m'en suis rendu compte. De toute façon, tu sais, souvent je parle que mon gameplay, moi, favori dans le jeu vidéo, c'est le gameplay de The Last of Us. Moi, j'adore le côté survie, le côté urbex, et le côté discrétion. Infiltration, ouais. Infiltration, c'est ça. Et donc moi, The Last of Us, pour moi, niveau gameplay, c'est ce que je kiffe le plus, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a d'autres jeux, toi, que j'ai appréciés, mais où je disais, bah, le gameplay, c'est dommage. Toi, genre Nier Automata, niveau écriture, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à dire. Ça vaut des livres de philo, je ne sais quoi, tu vois. Il se sert du média du jeu vidéo pour te faire passer des messages, pour te faire vriller un peu le cerveau. C'est génial, Nier Automata, niveau écriture. Mais niveau gameplay, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon style de gameplay. C'est du beat'em all, ça frappe dans tous les sens. Toi, t'aimeras peut-être plus que moi, comme tu joues pas mal à des museaux, etc. C'est peut-être plus dans ton genre de délire. Moi, j'ai bien aimé, parce que sinon, j'aurais pas terminé. Hein. Si vraiment le gameplay me plaît pas, bah, j'arrive pas à terminer le jeu, quoi. C'est trop dur. Mais voilà. Et je réfléchissais, est-ce qu'il n'y a pas un autre style de gameplay qui me plaît? En fait, bah là, en jouant à Elden Ring, je me rends compte, bah si, c'est ça. J'ai adoré Zelda Breath of the Wild. Et il y a une partie du gameplay de Zelda, finalement, qui me rappelle Elden Ring. Hein. Le côté, moi, avec Zelda, alors c'est moins exigeant dans Zelda, bien sûr. Mais il y a le côté bouclier contre avec l'épée, tu vois. Je jouais comme ça. Alors, Ok. pareil, dans Zelda, tu avais plein d'armes. Mais globalement, je jouais qu'avec l'épée et le bouclier le plus souvent possible. Et ça m'a fait penser aussi à The Witcher. Alors The Witcher, il me semble qu'il n'y a pas de bouclier. Alors je me rappelle plus, hein. Mais je me rappelle qu'il y a des épées, on est plus sur de l'esquive. Mais il y a des similitudes aussi. Et je me suis dit, en fait, finalement, c'est vrai que j'aime bien quand même les jeux de combat à l'épée. Combat, épée, bouclier, où il y a, pas que ça soit que du bourrin, qu'il y ait quand même de la stratégie et que tu aies à apprendre pour t'améliorer. Et là, en fait, en jouant à Elden Ring, je me rends compte que, bah, en fait, voilà. C'est le gameplay d'Elden Ring, comme je joue moi, ça devient en fait après The Last of Us, enfin le gameplay de The Last of Us, ça devient mon gameplay préféré, vraiment. J'aurais rien à dire niveau gameplay dans Elden Ring, Sachant qu'en plus, c'est un gameplay que là, tu as choisi. Parce que tu peux en prendre différemment. Toi, tu n'aimes pas les mages, par exemple. Donc, contrairement à The Last, où tu as un gameplay bien défini, et en fait, bah, tu es Oui. obligé de jouer avec ces gameplays-là. Bah The Last, tu peux jouer en bourrin si tu veux. Ouais, mais en Si tu te difficulté mets en mode moindre. facile, oui voilà, oui, Ouais, oui, voilà. oui. Si t'es en réaliste, c'est clair que tu Pour pourras faire pas un mode jouer en bourrin, aventure. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, parce que là, tu as plusieurs quand même, comme tu disais, quoi. Parce que genre, à l'arc, moi, j'aime bien, parce que du coup, moi, j'ai ma un seule arc. référence, c'est à l'arc. Moi j'ai un arc. Ah, ok, t'as un arc. Moi j'ai donc un bouclier, une épée courte et j'ai un arc long qui me D'accord. sert en fait souvent à mettre des coups de loin quand je veux choper un mec ou pour déloger des gars ou trucs comme ça. Bref, il me sert Ok. pas vraiment quand je suis en gros combat au corps à corps, etc. Parce que c'est comme c'est un arc long, il fait beaucoup de dégâts, mais il est quand même lent. Il est lent. Donc c'est plus, Ouais. c'est plus quand je fais ma flippette, hein, souvent. Je me mets en hauteur et puis j'enlève la moitié de la vie d'un gars, tu vois. Mais par contre, ça dépense énormément de consommables. Donc des fois, j'ai regretté, toi, d'avoir gaspillé. Des fois, c'est à base de 20 flèches. Hein. Le mec, je lui ai balancé 20 flèches dans la tête pour lui baisser un peu sa vie avant d'aller le taper, quoi. Ouais. Et donc voilà, et donc il y a plein de gameplays différents parce que t'as de la lance, donc t'as un peu du combat genre au bâton, t'as des gros espadons, Ouais. t'as des grosses trucs, mais t'as aussi du fleuret, genre à l'escrime, t'as du katana, mais Ok. t'as aussi des sabres incurvés, tu vois, comme les Ouais, bah comme. Oui. Aladdin ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme, Voilà. J'allais dire les soldats égyptiens, mais ouais. C'est ça, t'as des massues, Ouais. t'as des massues, Ok. t'as tu sais, les bâtons avec les boules, avec des pics au bout là. Ouais, ok, ouais. Voilà, enfin, t'as tout, t'as des arbalètes, t'as des arcs beaucoup plus grands,
t'as des petits arcs pour tirer plus en mitraillette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, j'ai pas encore tout vu parce que tu vois, j'ai pas trop voulu me spoil non plus. Après, il y a la magie aussi. Il y a la magie, forcément. La magie, moi, je me sers juste des invocations. C'est-à-dire que j'invoque une forme, une sorte de fantôme, on va dire, qui a certaines caractéristiques et qui m'aide pendant un combat. Mais tu as aussi des sorts que tu tires avec ton bâton, mais il y a aussi des caractéristiques. Tu peux, par exemple, moi, je prends de la graisse. Il y a plein de graisses de draconite, graisse de feu, et en gros tu induis sur ton épée de la graisse et ton épée par exemple elle devient en feu comme dans Game of Thrones, tu vois. Ok. Enfin voilà, il y a énormément de trucs. Là je viens de découvrir dans la nouvelle zone qu'il y a des parfums et je suis pas encore trop renseigné, mais apparemment il y a des parfums, je sais pas trop à quoi ça sert, ça va peut-être donner des effets ou quoi. Tu fabriques des objets, moi par exemple j'aime bien fabriquer des objets par exemple de poison, où je balance des bombes sur des gars qui deviennent empoisonnés, enfin bref. T'as plein de stratégies différentes, t'as plein d'outils. T'es même pas obligé, c'est que tu peux pas tout utiliser. Parce que moi, je pense qu'il vaut mieux se spécialiser. Si tu veux partir un peu dans tout, mais en fait, tu seras moyen dans tout. Moi, j'ai préféré vraiment me spécialiser à fond. Donc, pour ceux qui font le jeu, moi, je me suis spécialisé en vitalité, en endurance et en force. Voilà. Toi qui joues pas au jeu, tu comprendras pas trop. Mais voilà, ceux qui jouent, ils pourront comprendre à peu près. Et pour le moment, globalement, en fait, j'avance vraiment à mon rythme. C'est-à-dire que je me balade un peu partout dans les zones et puis j'essaye de les faire à fond. Donc je loupe peut-être des trucs, mais parce que je les vois pas. Il y a que dans la deuxième zone, il y a 3 zones. Il y a 2 tours et une montagne sur laquelle je n'arrive pas à monter. Mais sinon, je pense avoir tout fait de ce que je pense avoir vu, en gros, globalement. Et du coup, pour le moment, la difficulté, elle est pas... tu sais, t'as la réputation, c'est jeu ultra dur et tout, et pour le moment, voilà, pour ceux qui ont fait le jeu pareil, j'ai vaincu donc les 3 premiers boss majeurs. Donc le premier dans le château du début, bien entendu. Après la deuxième, bon, j'ai pas envie de spoiler, mais qui était assez facile globalement. Et le troisième qui est finalement dans la première zone, parce que ça aussi c'est très intéressant. C'est que quand tu débutes le jeu, t'es dans une première zone, une première map qui est déjà immense. Et tu te balades là-dedans, tu fais un peu ton truc. Puis petit à petit, tu avances, parce que la map, en fait, elle est vraiment cachée. Tu sais, il y a des fois des jeux, tu démarres le truc et il y a du brouillard, mais tu peux dézoomer et tu vois la taille de ta map. Même si tu la vois pas, tu vois à peu près la taille qu'elle fait. Là, non, en fait. Là, au début, tu démarres, t'as vraiment que la map où t'es. Et tu peux pas dézoomer, tu vois. Donc tu dis, bon, c'est pas très grand, voilà, tu fais ça. Et plus tu avances, en fait, plus tu déverrouilles des parties de la map. Et après, il faut que tu ailles récupérer sur la map de quoi cartographier vraiment les lieux. Donc c'est assez intéressant. Et moi, j'avançais dans la zone du début. Et puis d'un coup, j'arrive dans une zone un peu... qui semblait un peu polluée par je sais pas quoi, une substance un peu bizarre. Enfin, toute l'ambiance devenait un peu glauque, un peu horrifique. Et tout devenait rouge, etc. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, là, par exemple, dans cette zone, j'avais pas le niveau. Il y avait une bête qui venait me taper, elle me défonçait ultra rapidement, tu vois. Donc j'ai fait, bon, vas-y, je fais demi-tour, je vais continuer, moi, dans ma première zone de jeu, et puis je serai bien, quoi. Puis après, je suis passé à la deuxième zone de jeu, j'ai fait toute la deuxième zone de jeu, et ça me crée, tu vois, quand je te dis que c'est un jeu qui crée des émotions assez inédites, c'est que j'étais en train d'explorer la deuxième zone de jeu, je l'avais bientôt fini, et dans ma tête, je me disais, déjà, c'est des heures et des heures que je jouais, tu vois. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais attends, j'ai même pas fini la première zone, en fait, de jeu. Il y avait cette partie que je pouvais pas aller parce que j'étais pas assez fort. Et donc ça crée un truc, je sais pas, niveau exploration. Tu sais, je t'avais dit que souvent j'aime bien dans les jeux, quand il y a un peu comme dans Red Dead, tu sais, où il y a un campement, c'est un lieu, au lieu que, genre les jeux Ubisoft, c'est ça que je leur reproche un peu, c'est que t'as l'impression que les maps sont faites, c'est que des camps. Et en gros, t'as une mission dans un camp, hop, tu passes à un autre camp, tu passes à un autre camp. Et en gros, le premier camp que t'as fait au début, tu y retourneras plus jamais dans le jeu, tu vois. C'est comme ça fait décor. Ça fait pas un monde qui existe, ça fait genre c'est un décor qui va te servir pour la première mission. Là, tu vois, t'as des caisses qui sont mises parce que tu sens qu'il va y avoir un combat ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois que chaque endroit est créé pour une mission particulière et ça sert à rien d'explorer parce que tu finiras par aller dans tel lieu dans une mission et si tu vas pas dans la mission, en fait, il se passe rien, tu vois. Et ça, c'est beaucoup dans les jeux Ubisoft. Et alors que dans Red Dead, par exemple, t'avais ce côté avec le camp. Ou par exemple, il y a une ville dans Red Dead qui s'appelle Valentine. Et en fait, il y a je sais pas combien de missions dans Valentine. Et ça, je kiffe parce qu'en fait, c'est pas qu'un décor, c'est une ville dans laquelle tu vas aller et qui va se passer plein de trucs différents, tu vois.
Et ça, dans Elden Ring, il y a un peu ce délire. Mais que tu te crées toi-même, finalement. Et c'est ce que j'avais ressenti un peu quand ça faisait des heures et des heures que j'avais pas été dans la première zone. Et là, de me dire, attends, j'ai bientôt fini la deuxième zone, peut-être que je suis au niveau pour retourner dans la partie de la première que j'aimais bien. Et du coup, je suis revenu dans la première zone. Et t'as un côté nostalgique. Tu revois des décors que tu voyais il y a je sais pas combien d'heures. Sauf que maintenant, tu te rends compte que t'as évolué. Tu vois que t'as progressé. Tu vois que ton stuff est meilleur, etc. Et tu vas dans la nouvelle zone. Et il y a un côté que tu connais les lieux, mais tu pars à l'aventure parce que t'avais juste survolé vite fait en cheval. Et là, maintenant, tu vas approfondir un peu les lieux. Et il y a un... Je sais pas si t'arrives à comprendre ce qui crée ce truc. Si, plutôt. En fait, après, ça me fait penser à... Enfin, moi, personnellement, pour Breath of the Wild, j'ai un petit peu joué comme ça. Bon, c'est plus facile, hein, je pense. Hein, mais j'ai direct non, mais dans Elden Ring, il y a clairement du Breath of the Wild. Mais pour moi, de toute façon, faut le dire, c'est qu'ils sont inspirés de Breath of the Wild dans l'exploration, mais peut-être qu'ils l'ont poussé encore plus loin dans ce côté démerde-toi. Et je pense que vraiment, c'est un truc que les éditeurs, faut qu'ils se mettent à faire confiance aux joueurs. Je suis trop content en fait que Elden Ring cartonne. Le problème, c'est que niveau note des joueurs, c'est un peu plus mitigé parce qu'il y en a qui ont acheté juste en suivant un peu la hype, en se disant putain, le truc cartonne, ça a l'air trop bien. Et du coup, ils y sont pas allés en disant je vais m'investir. Et du coup, tu te prends comme un mur. Si t'apprends pas les bases, tu te prends un mur, mais d'entrée, quoi. Et du coup, il y en a qui mettent des sales notes à cause de ça. Parce que du coup, ils se concentrent après sur la technique. Parce que ça, faut le dire, c'est que niveau de technique, le jeu, c'est pas un cadre, tu vois. Mais c'est ça que c'est un peu comme Zelda, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que Zelda, tu le regardes, la première fois que tes yeux tombent sur Zelda, tu te dis, oula, c'est quoi ces textures? Oula, c'est flou. Oula, c'est... Et en fait, Zelda, c'est un des jeux les plus magnifiques que j'ai fait de ma vie, grâce à ses directions artistiques un peu à la Ghibli. Il y a des panoramas, je te jure, je sais pas si tu te rappelles, je prenais des photos. J'avais pris je sais pas combien de photos de ce jeu, parce qu'il y avait des panoramas, j'étais dans un autre monde, ça me faisait voyager, quoi. Et là, c'est un peu pareil pour Elden Ring. Parce que tout bêtement, hein, j'ai joué juste avant à Horizon Forbidden West, qui lui, techniquement, c'est une masterclass. C'est magnifique, il n'y a rien à dire, tu vois. Et, je confirme. Je confirme. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. C'est mon jeu du moment, ouais. Mais ce qui est assez fou, c'est que Horizon, c'est tellement magnifique, t'es tellement bluffé par la technique que par contre, quand il y a des choses un peu moins, il y a genre au début, moi j'avais un peu de scintillement, ça me gênait. Il y avait du popping, ça me gênait. Il y a des moments, le soleil était moins présent dans Horizon, les couleurs étaient un peu plus ternes, ça me gênait. Je sais pas comment dire, c'est plus réaliste. Je pense que quand ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu joues sur le photoréalisme, en fait, tu vas plus voir les détails, les défauts, les petits défauts, les défauts, ouais, voilà, qui sont mal faits entre guillemets, quoi. C'est ça. Alors que Zelda, oui, ça passe, c'est presque un côté cartoon, peut-être pas cartoon, non, mais Ghibli, animation, un peu manga, Ghibli, tout à fait, ouais. Animation et japonaise. Du coup, certains détails qui pourraient paraître mal faits, vu que c'est pas joué sur le réalisme, ça passe. En fait, quand ils choisissent une direction artistique prononcée, là, sûrement comme l'a fait Elden Ring, il y a des trucs qui passent. Et c'est quand tu m'envoies les photos, oui. Il n'y a pas de mode photo à sur Elden Ring. Ouais, c'est ça. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça joue aussi. Il n'y a pas de mode photo dans Elden Ring. Et du coup, c'est vrai que moi-même, en fait, je me prends des baffes quand je suis en train de jouer à Elden Ring sur des panoramas, sur des trucs. Ouais. Et j'essaye de te prendre des photos sans trop te spoiler non plus. Je t'ai pas pris les trucs les plus fous non plus. Parce que si un jour tu t'y mets, faut que tu te prennes ta baffe toi-même. Mais du coup, quand même, il y a des coins que moi je trouvais magnifiques que je t'ai envoyés. Et c'est vrai que quand je regarde juste la photo tout à l'arrêt où il y a les feuilles qui bougent pas et tout, je suis là, bon, c'est sympa, mais c'est pas la baffe après, en photo, quoi. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser quand tu te balades en montagne, tu vois, mais dans la réalité, tu vas prendre une photo et sur le téléphone, tu vas être, non, c'est pas, ça rend pas bien, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est magique. Et je pense que dans le jeu vidéo, je pense qu'il y a ce même ressenti. C'est différent quand tu vis dedans et quand tu t'immortalises en fait quelque chose, c'est pas pareil. Donc il y a des plans. Je te jure, c'est des vrais baffes. Et pourtant, je me dirais que c'est des baffes quand même techniques. Il y a des plans, des fois, où tu as une vision
ultra loin. En fait, t'as l'impression que c'est du décor, c'est une peinture. Des fois, t'es face à des peintures et t'aurais envie de te dire, en fait, bon, c'est joli comme ça de loin, mais si, en fait, tu peux aller partout. Et en plus, quand tu visites les maps à fond, et ben, tu découvres que chaque lieu a un truc intéressant. Et ça, dès que tu découvres après un panorama, bah, tu dis, en fait, là, il y a une dizaine d'heures de jeu devant moi. Et c'est ça qui... Là, je te dis, je viens de démarrer la 3e zone de jeu, donc je ne spoilerai pas, hein, mais juste... Voilà. Je viens de démarrer la 3e zone et je fais... Ah, d'accord. Moi qui croyais être à la fin du jeu, hein. Ah, d'accord. Tu fais, mais non, mais vous êtes tarés, quoi, vous êtes tarés. Et il y a une richesse, et c'est, ouais, limite des peintures à des moments, mais c'est tellement bien travaillé, parce que c'est travaillé artistiquement, c'est joli, mais il y a aussi un intérêt, c'est-à-dire tu prends ta longue vue et tu peux noter des points. Tu te dis, tiens, attends, là je vois un bâtiment, ça ressemble à tel truc, tiens, faut que je y aller. Et tout s'accorde comme dans une peinture, mais en fait tout a une utilité. Et tu peux vraiment cartographier dès que tu vois une vue, un peu comme Zelda, tu sais, où tu montais sur les tours. Ouais, dans tout à fait, Zelda, ouais. et que tu regardais au loin. Alors en plus, dans Zelda, toi, c'était beaucoup plus obvious, j'ai envie de dire. C'est, oh, tu vois une lumière orange, bon, c'est qu'il y a un sanctuaire là. Bon, vas-y, je le note. Donc là, c'était vraiment des sanctuaires qui avaient tous la même tête, tu vois. Là, dans Elden Ring, c'est des bâtiments, mais tu sais pas ce que c'est. Tu vois un château au loin, tu vois une cathédrale, il y a une tour là, mais je sais pas ce que c'est. On a l'impression qu'il y a un feu de camp là-bas. Il y a rien de défini. C'est pas Ça fait quand tu vas aller là-bas, plus tu sais penser pas. à Red Dead, du coup, ouais. Pour le coup, ouais. Non, Avec non, ses Red Dead, il y avait événements pas là du tout. Red Dead, c'était juste les feux. Red Dead, c'était juste des feux. Et tu savais que si t'allais vers un feu, bah il y avait quelque chose. Mais il y avait pas de tour, il y avait pas de. Ouais, T'avais après des montagnes où tu pouvais aller faire des trucs, mais c'est pas du tout le même style. Red Dead, c'était vraiment c'est pas du tout le même style. C'est pas. Ok. Non, Red Dead, c'était la surprise, mais parce que tu t'aventurais par exemple dans une forêt, tu savais pas où t'allais. Et tu sais pas Ouais. sur quoi t'allais tomber, t'étais au hasard. Là, c'est vraiment plus comme Zelda où tu peux planifier à l'avance, parce que t'es vraiment. C'est une map avec beaucoup de relief, beaucoup de montagnes et tout, et tu peux prévoir à l'avance où tu vas aller. Moi, tu sais, je t'ai dit, c'est pour ça que ce jeu, en fait, il te rentre dans la tête. C'est que des fois, je m'arrête à un point de sauvegarde et je suis au bord d'une falaise, et avant de quitter la partie, bah, en fait, je note. Attends, là, il y a un point d'intérêt, il y a un point d'intérêt, hop, allez, vas-y, je vais me coucher. Puis tu vas te coucher, et puis tu fais, ah vas-y, attends, quand je redémarre, et ben, je me ferai ça, j'irai voir ce qu'il y a. Et c'est pas genre, bon, bah, j'irai parler à tel PNJ qui va me donner telle mission, je sais pas quoi, c'est, j'ai vu une grotte, par exemple, bah, j'irai voir ce qu'il y a dedans. Mais tu sais pas où tu vas, en fait. Il y a vraiment ce sentiment d'aventure c'est pas une histoire que je vais aller découvrir, ou c'est pas un PNJ qui va me parler, ou je sais pas quoi, c'est moi-même. Je vais aller découvrir, je vais partir dans l'inconnu, mais je sais qu'il y a un truc qui a l'air intéressant, tu vois. Ah, ça pourrait me plaire quand même. Ça pourrait vraiment me plaire. Ça, tu verras, mais après, ça demande de l'investissement. C'est ça, c'est l'investissement. Parce que c'est vraiment, après, moi, en dehors du jeu, j'ai 70 heures de jeu, mais j'ai regardé aussi pas mal de vidéos autour. Donc après, moi, ce que j'ai fait, par contre, j'ai regardé des vidéos, limite, plus avant de jouer, pour connaître les bases, pour partir, en fait, sans me tromper. Connaître comment marchent les statistiques, tout ça. Donc je vous conseille par exemple le guide d'Exerve, c'est quelqu'un qui est très réputé sur le jeu. Après j'ai regardé un peu le début du let's play de Atomium, c'est un mec que j'adore dans tous ses let's play. Je trouve qu'il a une voix ultra posée, ultra calme, il explique vachement bien les choses. Et c'est un fan un peu il avait fait Demon's Souls il y a pas longtemps, et il avait fait les Dark Souls et tout, il aime beaucoup ce gameplay, donc j'aimais bien le regarder. Et donc voilà, il y a plein de guides un peu de partout. Et donc j'ai regardé pas mal de vidéos pour comprendre un peu comment jouer à ce genre de jeu, sans partir vraiment total à l'aventure. Après j'ai commencé à jouer, j'ai fait mes propres tests, etc. Et là j'ai regardé par exemple le let's play d'Atomium pour comprendre, tu sais, une fois que tu as démarré, une fois que tu as pris la manette en main, t'aimes bien regarder pour voir par exemple est-ce que tu as fait des trucs bien, est-ce que tu as loupé certaines choses, ça te conforte un peu dans le truc. Et par contre depuis, je regarde plus rien. Je sais qu'il y a des guides et tout. Il y a des fois, c'est un peu frustrant parce que, comme je t'ai dit, dans la deuxième zone du jeu, il y a 2 tours. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et je me dis, j'ai juste à taper le nom de la tour sur Google et à mon avis, j'ai la réponse très facile. Mais j'ai pas envie. Pareil, il y a une montagne où j'ai l'impression qu'il y a une église sur cette montagne, mais je sais pas comment monter sur cette montagne. Et pareil, je suis sûr que si je tapais sur Internet, je trouverais directement. Ça se trouve, je peux, mais ça se trouve, je pourrais plus tard, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, moi, j'ai envie de partir par contre en full découverte. J'ai les bases, où je me suis formé avec des vidéos et tout, pour pas partir non plus
comme un con, tu vois. Ouais. Ça serait dommage en fait de jouer 30 heures et de me rendre compte en fait que mes stats, je les ai mal, tu sais, je les ai mal distribués ou je sais pas quoi. Et donc, bref. Mais par contre, maintenant, je me spoil plus rien du tout. Je pars en totale immersion, totale découverte totale du jeu. Et j'ai l'impression que pour le moment, en fait, je gère bien au niveau du niveau. Tu vois, j'ai jamais trop galéré contre des boss. Il y a le 3e boss du jeu, donc pour ceux qui l'ont fait, euh, sans spoiler, bon, c'est sur une plage. Voilà, les gens comprendront. Celui-là, j'ai vu qu'il était réputé comme un premier mur de difficulté du jeu. Et j'avoue que je l'ai trouvé dur, mais je l'ai battu en 4 fois. Je suis mort que 3 fois. Et la 4e, je l'ai tué. Donc, je me dis, mince, apparemment, c'est un des premiers gros murs de difficulté du jeu. J'ai fait, bon, ça va. C'était un peu plus dur que les autres, que genre la 2e boss majeure, je l'ai battu du premier coup. Je m'y attendais pas, je fais, bon. Premier coup, le mec, il la tue. Bon, je fais, d'accord, ok. Donc, du coup, pour le moment, tu vois, je regarde pas de guide et tout, parce qu'en plus, je me sens conforté dans le fait que j'avance à mon rythme, mais du coup, je me sens pas frustré ou bloqué par la difficulté. Ça va peut-être venir après. Hein. Parce que, par exemple, un truc qui est tout bête, c'est que dès que tu vas ton exploration est motivée pour stuffer ton personnage. Tu as envie de découvrir des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouvelles phases de gameplay. Parce que ça, c'est un très truc. intelligent. Ah oui, mais c'est un truc. Et au niveau. Parce que par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au tout début, mais tu crées ton personnage de A à Z. Oui, ça, tu peux faire le skin que tu veux. Ouais, après, bon. Il est sous une armure, le mien, donc on le voit même pas. Ah ouais, d'accord. Bah oui, du coup, moi j'ai une classe chevalier, donc j'ai une armure, donc on le voit pas, mon personnage. Ah, mais après l'armure, tu ne peux pas la changer? Ou tu la changes très. Si, tu changes. Justement, c'est le but, toutes tes motivations. Parce que tu peux changer donc ton casque, ton armure, tes jambes, tes poignets. Et puis tu peux changer toutes tes armes, etc. En fait, tout. Et tout a une importance, Zelda, en fait. Ouais, c'est ça. Tout a une importance. Et ce qui est très, très malin, c'est que l'exploration, du coup, est motivée par ça. J'ai envie de trouver une épée mieux que la mienne. Et moi, ce qui est truc de ouf, hein, c'est que l'épée que j'ai en ce moment, après 70 heures de jeu, c'est l'épée que j'avais en débutant le jeu. J'ai pas trouvé de meilleure épée pour le moment. D'accord. Ça paraît hallucinant. Ça paraît hallucinant. Donc par contre, c'est une épée que tu peux modifier et améliorer au fur et à mesure, mais j'ai aucune compétence particulière. Je sais qu'il y a des épées pour la magie. J'ai vu d'autres styles d'épées qui avaient genre de la glace ou je sais pas quoi, ou plus tranchantes. Moi, dans mon style d'épée, en fait, j'ai trouvé que des épées qui avaient des affinités magiques, mais ça correspondait pas avec mes stats. Du coup, je suis toujours avec mon épée du début, que j'ai juste augmentée en efficacité. Elle est plus tranchante, etc. Mais sinon, c'est celle du début. Donc je me dis, niveau stats, j'espère que je vais trouver un truc mieux. Mais du coup, c'est génial. Contrairement là où tu vois Zelda, en plus les armes à casser, donc t'étais tout le temps, la découverte était motivée par comme mon épée va casser, faut que je me fasse un stock d'épée, tu vois, c'était un peu ça. Et là dans Elden Ring, c'est tu dis tiens, je vais rentrer dans cette grotte parce qu'il y a peut-être l'épée qui va me faire kiffer. Mais c'est pas que l'épée, c'est aussi l'armure, c'est aussi le bouclier, c'est aussi l'arc, c'est aussi et parce que pareil, sur ton épée ou sur ton bouclier, des trucs comme ça, tu peux installer des cendres de guerre. C'est en fait, tu te rajoutes du gameplay. Ça qui est très intéressant, c'est que dans tous les jeux, tu as des arbres de compétences où tu gagnes de l'expérience et l'expérience, tu t'achètes des points pour dépenser, pour acheter des compétences, comme dans tous les jeux. Et là, c'est pas ça. Là, c'est de base, en fait, tu peux équiper sur ton épée une capacité, sur ton bouclier une capacité, sur ton arc une capacité. Et ces capacités-là, justement, tu les découvres en explorant. Et c'est pas du hasard, c'est à tel endroit, il y a telle capacité. Donc si tu as un guide, tu peux finir Elden Ring, à mon avis, si tu veux le stuff parfait pour telle classe, et tu as un guide qui te dit à tel endroit il y a cette épée, à tel endroit il y a cette armure, à tel endroit il y a ça. Parce que le jeu est fermé, tu vois, il n'y a pas de hasard, tout est à un endroit précis. Sauf que moi, je vais pas envie de me spoiler, donc j'y vais, je sais pas, moi, je peux tomber dessus complètement par hasard. Et c'est ce qui donne en fait ce charme, c'est que tu as tellement de trucs à améliorer, parce que par contre j'ai réussi à améliorer donc toute mon armure, j'ai une nouvelle armure qui est beaucoup plus puissante, mais je suis très lourd du coup, donc il faut que j'améliore mon endurance pour justement pouvoir porter des trucs plus lourds et que je sois pas ralenti, parce que tu as 3 styles de vitesse. Tu as soit tu es complètement nu, et du coup par exemple tu es ultra vif, ultra rapide, donc là c'est pas mal tu vois pour les classes samouraï, pour éviter les coups.
Après, tu as la charge moyenne, donc c'est ce que j'ai moi, avec une armure assez lourde, mais je suis assez puissant pour la soulever, on va dire. Donc je suis assez rapide, je peux quand même esquiver des trucs. Puis après, tu as la charge lourde, où là, tu peux vraiment avoir une armure qui bloque beaucoup de dégâts, mais par contre, tu es très très lent. Donc c'est vraiment, il y a des variations de gameplay, même en gros, à chaque variation de gameplay, bah, tu as 3 différentes catégories, tu vois. Donc enfin, voilà, c'est énorme, je trouve, en termes de possibilités. Ah, parce que et encore, j'oublie des trucs, et encore, j'ai pas c'est exploité ça plein de trucs que tu aussi. m'avais dit, ouais. Que, en fait, quand tu explorais, et c'était un peu la grande nouveauté pour le jeu vidéo, je trouve, c'était que en explorant, en fait, tu découvrais d'autres facettes de gameplay, d'autres Ouais, gameplay c'est ça, différents. c'est les cendres Et c'est cendres ça. que je te parlais, ouais. D'accord, ok. Et C'est ça, c'est vrai que c'est rarissime. c'est ça. Tu vas, Enfin, tu vas taper, tu vas dans un donjon, tu termines le donjon et tu découvres une capacité. Et après, tu vas les tester. Et c'est génial. C'est qu'en fait, du coup, pour le moment, je te disais au tout début. Je te disais, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai fait bon, c'est sympa, mais je comprends pas l'engouement non plus. Tu sais, au tout début, c'était ça. Puis petit à petit, je suis rentré dedans. Et là, je te disais, bon, je suis en train de rentrer dedans. Je kiffe. Mais je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que le truc va pas s'essouffler, tu vois? Et là, j'en suis à 70 heures de jeu. Et je me dis. Il est 3 fois possible, Kena. 3 fois l'histoire de Kena. Oui, là. Mais c'est beaucoup moins narratif, c'est complètement différent. Tout à fait, ouais. Parce que pareil, là, je suis en train de prendre mon pied concrètement sur le jeu. Mais je suis curieux de voir, une fois que je l'aurai terminé, une fois que les semaines puis les mois vont passer, qu'est-ce qui va me rester de ce jeu dans la tête? Je suis assez curieux de savoir. Je sais pas si ce sera négatif ou positif. Parce que nous, bah, tu sais, on aime beaucoup les jeux narratifs. Et là, il y a un lore qui est ultra impressionnant. Mais qui est raconté. Il n'y a pas de moments, tu vois, qui vont m'émouvoir. Enfin, pour le moment, après, j'en sais rien. Peut-être la suite va être. Je sais pas. Mais tu vois, généralement, les trucs qui me marquent, c'est parce qu'il y a une scène mémorable. Il y a un truc qui va m'émouvoir. Il y a un truc qui va me faire réfléchir. Mais c'est souvent de la narration, finalement. Du jeu d'acteur. Moi, j'adore les performances d'acteurs. Là, c'est pas ce que j'aurai dans le jeu, j'en suis sûr, tu vois. Et du coup, je suis en train de prendre mon pied en y jouant. Et forcément, ça restera une expérience comme Zelda. Mais je suis curieux de voir comment il va vieillir dans ma tête. Je suis vraiment curieux à ce niveau-là. Je pense que ce sera très positif, mais je suis curieux de voir. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, l'expérience est belle. Il y a des décors vraiment que je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Mais une fois que je l'aurai terminé, c'est un jeu qui va être difficilement refaisable parce qu'il est trop gargantuesque. Après, c'est ce que j'avais dit sur Zelda Breath of the Wild, et j'ai réussi à refaire une deuxième fois Zelda Breath of the Wild. En replongeant dedans, après tu te remets dedans. Mais là, je sais pas, ça va être différent. Et donc voilà, et donc pour tous ceux qui ont peur un peu de la difficulté, comme je vous ai dit, en fait, pour le moment, là où j'en suis, mais bon, j'ai fait 70 heures, donc même si au bout des 70 heures, il y a un mur de difficulté qui fait que je me mets à détester le jeu, bah, j'aurais quand même passé 70 heures dessus, donc je peux le conseiller, tu vois, à tout le monde. 70 heures, c'est déjà énorme, tu vois, enfin, c'est... voilà. Et pour le moment, donc de ce que moi j'ai joué, je trouve pas le jeu ultra dur, vraiment, comme je t'avais dit il y a pas longtemps. Même là, tu vois, j'ai fait le 3e boss majeur, et ben en fait, bah, tu prends par exemple souvent Kena, tu vois, en exemple qu'on avait fait dans l'ancienne émission Coup de cœur. Bah, Kena, il y a des boss de Kena où j'ai beaucoup plus galéré que sur Elden Ring pour le moment. Voilà. Il y a des boss de Kena où j'ai mis 3/4 d'heure, 1 heure en jouant je sais pas combien de fois pour le réussir. Là, comme tu as le temps de te préparer avant, tu arrives mieux stuffé, t'arrives... bah en fait, j'ai jamais galéré autant, comme je t'ai dit, là... Enfin, les boss secondaires où je vois que je suis trop faible, en fait, je pars et j'y reviens après. Et les boss principales, quand j'y suis, bah, pour le moment, j'étais au niveau, en fait. Et du coup, après, il y a de la difficulté. Après, c'est peut-être le résultat de ton investissement, en fait. On dit souvent tout travail mérite salaire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Mais parce que j'ai l'impression qu'Elden Ring, il est surtout exigeant. Ouais. Un truc qui est génial, c'est que souvent, c'est vrai que même moi, tu vois, les vidéos que je t'ai passées, à chaque fois c'était des combats de boss. je t'ai passé une vidéo contre un dragon, une vidéo contre le premier boss majeur du jeu.
Parce que c'est ça que tu as envie de montrer, parce que c'est le truc un peu spectaculaire et tout. Mais finalement, ça représente que 10% du jeu. Et les 90 autres pourcents, bah, c'est de l'exploration. C'est du combat contre des PNJ beaucoup plus faibles. Mais limite, c'est là en fait où je prends plus mon pied que dans les combats de boss. Les combats de boss, en fait, j'aime bien parce qu'il y a un côté, c'est le rendez-vous. C'est l'aboutissement d'une session de jeu, on va dire, d'une dizaine d'heures de jeu. Donc c'est tout ce que tu fais autour de... Tu vois la zone où il va y avoir le boss. Comme Zelda, tu vois. Tu vois qu'il va y avoir le boss là, mais en attendant, tu sais, je tourne autour pour trouver des secrets et tout. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, j'ai fait un peu le tour. Allez, on va se péta. Et là, tu y vas et tu kiffes parce que tu l'as attendu depuis 10 heures. Depuis 10 heures, tu trépignes avant, tu vois genre le château de loin. Tu dis, un jour, j'irai te défoncer, tu vois. Puis là, c'est le moment d'y aller, quoi. Mais sinon, ça reste finalement une petite partie du jeu. Mais 70 heures, bah, tu vois, j'ai battu que 3 boss majeurs. Après, il y a plein de mini-boss, etc., hein, bien sûr. Mais globalement, la plus grosse partie du jeu, c'est l'exploration et c'est de l'affrontement contre des plus petits PNJ. Mais c'est de là qu'il ne faut pas prendre la confiance. C'est ça que j'adore dans ce jeu. C'est que tu es obligé d'être concentré. Tu peux pas y aller comme dans beaucoup de jeux. Bon, tu es à moitié en train de regarder ton téléphone. Hop, tu checkes un truc. Là, tu es obligé d'être à fond dedans. Tu es obligé de marcher quasiment tout le temps. Je cours pas comme un taré ou je sais pas quoi. Parce que dès que tu commences à prendre la confiance, en fait, tu te fais calmer direct. Un PNJ, tout seul, ça va. 2 PNJ, ça commence, voilà. Et 3, tu te fais laminer, en fait. Et du coup, tu es obligé à chaque fois de les gérer. Et ça travaille vachement. Tu sais, on avait parlé des jeux d'horreur qui t'aident à garder ton calme et à, dans une situation de stress intense, en fait, essayer de garder ton calme pour pouvoir réfléchir à quoi faire pendant que tu es dans une scène pourtant qui devrait te terrifier, tu vois, et qui te terrifie. Non, moi, Resident Evil 2, le remake, j'ai surkiffé à cause de ça. C'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper bon pour la santé du cerveau. C'est une gymnastique qui est vraiment intéressante, tu vois. Resident Evil 2, t'as des énigmes, t'as des machins, donc t'es obligé de... Et là, Elden Ring, bah, pour moi, c'est pareil. Elden Ring, il y a un vrai travail. Et pour moi, Elden Ring, c'est limite, il m'a mis des leçons de vie. Alors, ça te paraît ouf en disant ça, hein, tu te dis, mais je me vois au quotidien, là, depuis 1 mois. Bah, ça me sert dans la vie de tous les jours. Il y a des leçons que j'ai apprises dans Elden Ring que je me dis dans ma vie. Je me dis, putain, non, fais ça comme ça. Tu sais que ça va finir par réussir. Fais-le comme ça, tu verras, ça marche. Ou alors, sois plus patient. Sinon, tu vas faire un truc pourri. Donc, vaut mieux être patient. Ça prendra plus de temps, mais tu vas y réussir. Garder mon calme, essayer de... Plein de trucs. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant parce que j'allais te dire un truc avant que tu me dises ça. J'ai l'impression que là, sur tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as dit là, que la faculté de ce jeu, pour moi, la référence, c'est Breath of the Wild. J'ai l'impression que c'est un Breath of the Wild un peu plus réaliste, en gros, hein, pour faire court. Sauf qu'Elden Ring, c'est le côté exploration. Vulgairement. Breath of the Wild. Oui, voilà. Mais sauf que l'Elden Ring a un avantage sûrement il n'y a pas dans Breath of the Wild, enfin non, qu'il n'y ait pas, c'est qu'il y a un peu le goût de l'effort. Tu es obligé de t'investir et souvent en France, c'est spécifique un peu aux Français d'ailleurs, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast Le cerveau de votre enfant, c'est en 2 films, où en France on dit souvent que les enfants ont tendance à baisser les bras et à se dire bon bah j'y arrive pas, c'est parce que je suis nul. Et sauf que là je parle des enfants, mais c'est le même cas pour les adultes. Des fois on se dit mais c'est pour ça que si j'y arrive pas, je suis nul. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui jouaient pas au jeu de From Software parce qu'on se disait bah de toute façon je suis nul, j'ai pas envie de me faire fesser pendant voilà. Et c'est vrai. Hein. Et d'où ton analogie en fait dans la vie de tous les jours. En fait ça se trouve en jouant à ce jeu, en voyant qu'à force d'entraînement, qu'à force de faire quelque chose, en fait à un endroit où on pouvait pas y arriver, on y arrive. Et ben on se dit bah pourquoi pas, ça marchera pas dans la vie. Tout simplement. J'ai un exemple tout bête. C'est quand tu débutes le jeu, en fait, les meutes de loups. Moi, au tout début, quand j'ai démarré, je suis rentré dans une grotte et je suis tombé. Il y avait, je sais pas, il y avait 5-6 loups. Ah, je me suis fait défoncer. Et vraiment, ils t'attaquent en meute. Ils sont rapides et tout. Et en plus, il y avait, genre 5
petit loup gris. Et il y avait, je disais que c'était la maman loup, alors je sais même pas si c'était une femelle, hein, mais il y avait un gros loup blanc qui lui avait un pattern différent. Il t'attaquait différemment et plus violemment et tout. Et du coup, au début, quand ils m'ont attaqué en meute, je fais ouais, c'est mort, là, je me fais défoncer, voilà. Maintenant, les loups, je peux. En fait, j'ai compris comment ils se battent. J'ai compris, il y a un rythme à avoir. Moi, avec mon style de gameplay, j'attends qu'il y en ait un qui m'attaque, il tape contre mon bouclier et contre-attaque, je le tape. La louve blanche, elle va donner 2 coups, donc il va falloir que je cogne 2 coups, et après je pourrais faire ma contre-attaque, et toujours essayer de les prendre un par un, ne jamais me jeter dans le tas, etc. Et tu te rends compte que si des fois t'es tenté, tu te dis ouais vas-y en 2 coups d'épée je les tue, vas-y je tape un peu comme un bourrin, voilà. Mais là ils arrivent à prendre le dessus, ils te défoncent. Que si tu te poses, si tu réfléchis, parce que des fois, je te jure, c'est pas évident. Après, c'est manette en main que tu te rends compte. Mais des fois, soit tu prends la confiance, soit t'as. Même contre les boss, ça je le vois des fois. Un boss, par exemple, il va faire un coup de marteau, par exemple, au sol. Et tu évites le coup de marteau, et le marteau, il reste planté au sol. Et pendant qu'il essaye de retirer son marteau, t'as genre 2 secondes. Et 2 secondes, tu vois que tu peux lui donner 2 coups d'épée. Et ton cerveau, intuitivement, il dit vas-y full 3e, full 4e parce que profite pour lui faire des dégâts. Et sauf qu'en fait c'est complètement débile parce que tu sais que à partir du 3e coup il aura retiré le marteau et il va pouvoir te foutre un coup et tu vas perdre des PV. Mais ça tu sens que ton cerveau a envie de foutre le coup et en fait ça petit à petit tu te disciplines et tu freines tes instincts, tu freines tes pulsions un petit peu. Tu freines tes pulsions pour être un peu ça devient limite de l'art dans ta tête. Tu dis attends toi tu réagis comme ça. Tape, là je te fous 2 coups. Ok, je recule. Et tu sais, t'analyses petit à petit et c'est là que tu commences à prendre ton plaisir. Et moi, petit à petit, après, ça devient naturel. Moi, il y a des PNJ que je croise maintenant sur la map, et je sais comment ils se battent. Et donc, ils me font plus peur du tout. J'arrive à les défoncer, même s'ils sont par groupe, je sais comment ils vont fonctionner. Et c'est un truc que tu apprends petit à petit. C'est pour ça qu'il y a des heures et des heures de jeu, mais t'apprends tout du long. Et tu reviens dans des zones où tu connais les PNJ et tout, et tu dis, je sais comment vous battre. Et ce qui est très intelligent aussi là-dedans, c'est que plus tu avances dans le jeu, c'est que petit à petit, tu découvres des PNJ avec des petites variations. Et du coup, ils ont la même façon de se battre, mais ils vont avoir une petite particularité spécifique qui va changer. Genre quand je suis passé dans la 2e zone du jeu, en gros, la première, c'était des gens très basiques. C'était des soldats avec des épées, tout comme ça et tout. Et dès que tu passes dans la 2e zone, tu te rends compte que déjà c'est une zone un peu plus, il y a un gros château, une académie de magie en plein milieu et tout. C'est très mystique, très Harry Potter presque. Et tu te rends compte que les PNJ, ils utilisent beaucoup plus des petits sorts de magie. Et ils te rajoutent ça petit à petit, par petit tout. Et en fait, tu apprends, mais c'est étalé en fait. Donc je pense que si tu as envie de rusher le jeu, tu vas te faire défoncer parce que tu n'auras pas eu le temps d'apprendre tout ça. Mais si moi, comme j'y vais tout doucement et je fais petit à petit, j'apprends petit à petit comment se battent les gens et tout. Et tu te rends compte après quand tu regardes dans le rétroviseur, tout ce que tu as appris, tous les PNJ, toutes les techniques de combat que tu as appris, en fait, tu es à moitié fier de toi. Tu te dis putain, tu as un vrai sentiment de progression et tu as progressé manette en main. Tu n'as pas progressé juste parce que tu as monté des niveaux, parce que tu as une putain d'épée, parce que tu as aussi progressé parce que tu as appris des choses. Et ça, c'est difficile à décrire vraiment, mais c'est un des plaisirs du jeu, concrètement. Ouais. Au-delà des stats que tu t'augmentes, c'est aussi tes connaissances personnelles que tu augmentes. Oui, c'est ça. En fait, ça me fait penser à une petite anecdote par rapport à Breath of the Wild. C'est quand j'ai fait tester à ma fille le jeu. Exactement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est que c'était au tout début, pour ceux qui connaissent le jeu, juste après le plateau du prélude. Donc quand tu descends en paravoile, donc c'est vraiment le début du jeu. Elle a essayé d'attaquer un camp de gobelins et elle s'est fait tuer de suite. Bon, elle a 8 ans, donc oui, c'est ça, précise, oui. Elle est jeune. Et du coup, de suite, elle m'a dit, et justement, c'est pour ça qu'aussi j'évoquais ça tout à l'heure, elle m'a dit, je suis nul. Je lui ai dit, non, mais je lui ai dit, t'es pas nul. C'est que pour l'instant, t'es pas assez forte, mais il suffit que tu t'entraînes, il suffit que, voilà. Voilà. Et elle a plutôt compris, elle a passé elle s'est dit, bon, ce camp-là, j'oublie, je vais faire autre chose. Et en fait, je crois que c'était même pas... c'était le jour d'après, je crois. Juste le jour d'après, elle n'avait pas forcément acquis plus, justement, ce que tu disais avant, elle n'avait pas une épée meilleure,
elle avait peut-être plus d'inventaire, mais ce qu'elle avait appris, c'était surtout à mieux manier la manette, à mieux manier les boutons, à mieux réfléchir à une stratégie, et du coup, elle a gagné. En retentant le camp de gobelins. Parce que je lui dis, bah vas-y, retente-y. Et là, elle s'est dit, bah, je suis forte. Bah oui, c'est que t'as évolué. Et c'est ça tout l'intérêt, je trouve, d'Elden Ring. Mais pas pour des enfants, du coup, pour adultes, ouais. C'est intéressant. Après, je l'avais aussi dans Breath of the Wild, ce côté-là. Hein. Même pour un adulte, Breath of the Wild, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est aussi accessible pour un enfant qu'un adulte. Elden Ring est plus orienté adulte. Quand même, et plus tout public, ouais. Breath of the Wild est plus tout public, ouais. Après Breath of the Wild, il y a tout le côté mécanique de gameplay qu'il n'y a pas dans Elden Ring. Les côtés sanctuaires et tout de Breath of the Wild avec les petites énigmes et tout, il n'y a pas ça dans Elden Ring. C'est vrai. Voilà. Mais dans Elden Ring, il y a d'autres choses, tu vois. Oui, t'es encore plus laissé à l'abandon. Elden Ring. Elden Ring, ce que tu disais, ouais. À l'abandon ou totalement libre, c'est à toi de voir, c'est toi qui... Voilà, bref. Moi, j'espère vraiment que les éditeurs vont s'inspirer de ça. Faites confiance aux joueurs, parce que moi, je me disais, genre, Horizon, pourquoi ils n'ont pas orienté le gameplay là-dessus? Horizon, t'as vu, dès que tu ouvres la map, t'as 36 000 points d'intérêt qui pop. Oui. Et on est habitué à ça, donc c'est pas horrible. En plus, Horizon, on fera une émission sur Horizon, vous verrez dans quelques temps. Horizon, moi je trouve, il a une narration ultra poussée. En termes de crédibilité du monde. L'univers, on vous expliquera ça en détail, mais vous verrez, c'est vraiment bluffant. Mais du coup, moi j'aurais adoré en fait qu'ils fassent confiance aux joueurs et qu'ils designent leur jeu pour qu'on l'explore sans les curseurs. Et sans les curseurs, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous les faire pour obtenir telle ou telle armure, par exemple, tu vois. Parce que là, c'est ça, en gros, c'est que tu vas à un curseur, il y a un truc intéressant, tu le fais, tu vas récupérer un matériel, et si tu as tant de matériel, tu peux t'acheter une armure, tu vois. Mais du coup, en fait, ce qui est dommage quand il y a un curseur qui t'indique que là, il y a un point d'intérêt, le gros défaut, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de curseur, tu sais qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc tu y vas pas. Et ça casse un truc. C'est pas en fait de savoir que là il y a un truc intéressant qui gêne, c'est le fait que s'il n'y a pas de curseur, tu sais qu'il n'y a rien d'intéressant. Et ça casse un truc, niveau exploration par toi-même. Et ça, moi je trouve que Horizon, il aurait gagné, parce qu'il est totalement adaptable en fait à le jouer sans curseur, où tu vas découvrir les trucs, alors tu passeras à côté peut-être de 1000 trucs, et encore. Parce que là, ce que ça crée avec Elden Ring, le jeu, il y a un tout petit tutoriel, vraiment pour t'expliquer les bases du combat au tout début, mais tu peux le louper en plus dans Elden Ring. Il faut tomber dans un ravin. Ça, c'est la logique Elden Ring. En fait, tu démarres le jeu, t'as une porte lumineuse et tout. Allez, c'est le début du jeu, vas-y. T'as un ravin. Et en fait, il faut tomber dans le ravin pour avoir le petit tuto. La logique, tu vois. Mais du coup, Elden Ring, après, te dit plus rien. Tu te démerdes. Tous les objets, c'est à toi de lire. Et tes limites, c'est même pas dit dans le jeu. Il y a des trucs que tu es obligé d'aller voir en dehors du jeu. Mais du coup, c'est ce qui crée la communauté Elden Ring, c'est que les gens s'entraident. Et je trouve, en fait, ça crée une émulsion. C'est pour ça qu'aussi tout le monde en parle d'Elden Ring. C'est que tout le monde s'entraide. Tout le monde, il y a des vidéos YouTube qui pop pour donner des conseils. Il y a ah bah oui, c'est que moi j'ai fait ça. Oui, il y en a des choses à dire. Parce que c'est vrai, tu n'as même pas parlé du côté un petit peu online. C'est ça, tu peux t'entraider à travers le jeu. Ouais, et ça, par contre, moi, tu sais, au tout début, je t'avais dit, j'hésitais à jouer le jeu online ou pas. Parce que je disais, en fait, en gros, le online, ça te rajoute des messages, par exemple, au sol d'autres joueurs, que d'autres joueurs peuvent laisser pour te... souvent, il y a des trolls, hein, des fois, ils disent, ah, il y a un passage secret par là, et puis en fait, c'est juste un ravin, tu vois. Mais souvent, c'est quand même des bons conseils. À la Death Stranding. Oui, voilà. Comme Death Stranding. Et des fois, c'est des bons conseils. Et au début, je me disais, je sais pas comment je le fais. Soit je joue offline pour avoir aucun message, et comme ça, je suis vraiment en full immersion, exploration et tout. Ou soit, comme je débute, je vais me laisser quand même un peu les messages et tout. Et cette semaine, en fait, j'ai eu une panne d'internet chez moi. Et du coup, j'avais pas internet. Et je me suis dit, bon, tant pis, je me fais Elden Ring, mais en offline, quoi, c'est pas grave. J'ai pas pris mon plaisir. Je me suis tellement habitué à voir la communauté qui joue avec toi que jouer tout seul, il n'y avait plus de messages, je sais pas, j'avais l'impression de louper des trucs, ça faisait chelou. Et du coup, j'ai joué 20 minutes et j'ai arrêté. J'ai fait non, je reprendrai quand j'aurai internet. Et en fait, j'adore. Donc, tu as plusieurs trucs. Tu as donc les marques sur le sol blanches. C'est des messages que toi-même tu peux laisser des messages. Voilà. Donc, c'est des messages avec, tu sais, c'est des listes de mots pré-fabriqués. Genre droit devant ou tout d'abord ou tout comme ça. Puis après, tu rajoutes. Oui, donc ça, c'était d'écrire n'importe quoi. Il y a un coffre tout d'abord, il y a à droite. Bref.
Et comme ça, en fait, bah, même si c'est un russe qui écrit le message, et ben un espagnol pourra le lire aussi, tu vois. Les messages sont traduits automatiquement aussi, du coup. C'est marrant parce que des fois, il y a des blagues que les gens font dans une langue, et quand ça arrive en français, ben, en fait, on comprend pas ce qu'ils disent parce que ça n'a aucun sens en français, la blague, en fait. Donc c'est assez marrant, des fois, il y a des trucs comme ça. Il y a aussi des taches de sang. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne une indication s'il y a une tache de sang, c'est-à-dire que quelqu'un est mort à cet endroit-là. Donc tu dis, attends, il y a potentiellement du danger. Donc tu sais, tu te mets sur tes gardes. Et en cliquant sur la tache de sang, tu vois comment l'autre est mort. Tu vois pas ce qui le tue, mais tu le vois en train d'agir au moment où il est mort. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi des fantômes blancs. Donc là, c'est des joueurs que tu vois jouer en même temps que toi. Qui sont en train de jouer en même temps que toi. Donc des fois, tu te croises juste, ça te donne juste un sentiment de. T'es pas tout un seul. peu comme Journée, tu vois, de Journée, où tu voyais un autre PNJ qui jouait avec toi, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu vois un autre gars en train de jouer. Donc des fois, ça peut te donner une indication, hein, parce que tu vois le mec en train de monter sur un truc, tu te dis, ah, il monte là-bas, bah, attends, je vais aller voir comment, s'il y a un truc, tu vois. Bref, ça donne un sentiment de vie. Ça aussi, ça, ouais. Ouais, c'est donc du coup, je savais, on en avait parlé à l'époque de Death Stranding parce que bah, pour nous dans Death Stranding, on avait découvert ce gameplay asymétrique un peu où on était tous en train de jouer à un jeu en même temps et on s'entraidait, etc. Et là, c'est exactement pareil. Et je savais qu'à l'époque de Death Stranding, bah, à l'époque, les fans des Dark Souls et tout disaient bah c'est déjà présent dans Dark Souls, même si Death Stranding lui avait carrément amplifié le truc parce que tu pouvais carrément créer des structures qui apparaissaient dans les parties des autres joueurs et tout. Là, c'est juste des messages. Mais globalement, voilà, il le faisait avant et du coup là, je l'ai découvert à fond là-dedans et en fait, ça participe à l'exploration. Ça ajoute trop. Génial, ça ajoute trop. Parce que moi, j'avais adoré pour Death Stranding. Et ça... Bon, évidemment, comme tu dis, il y avait aussi les structures. Mais rien que les messages, ça fait quelque chose, les traces, etc. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un petit plus hein, pour Elden Ring. Ouais. Ah mais non, c'est même pas un petit plus. Je t'ai dit, moi, c'est devenu indispensable dans ma partie. Je suis obligé de jouer avec ça. Ça me fait partie de mon expérience en fait. Donc j'ai pas de guide. Je regarde plus de vidéos sur YouTube et tout. Mais par contre, je joue avec les petites marques qui m'ont des fois, enfin souvent, ils m'aident à avoir un objet que j'avais pas vu sur un coin ou ils me préviennent ça fait partie de ton exploration. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment partie. Ouais. Tu m'as donné envie de jouer. Et voilà. Bah, peut-être c'est pour ça qu'on fait une émission là sans spoil. Et si un jour tu décides à t'y mettre, mais alors ce sera dans longtemps du coup, parce que si tu t'y mets, déjà moi je l'ai pas terminé, donc toi j'imagine pas. Mais peut-être dans quelques mois, on fera une émission vraiment complète sur Elden Ring en spoilant à fond et tout le bordel. On verra bien. Et sinon, bah, juste pour conclure, je voudrais juste un dernier truc que j'avais noté sur la narration que je trouve vraiment génial. C'est, bah, comme j'ai dit, que la narration, tu vois, il n'y a pas un truc ultra scénarisé, c'est vraiment du lore. Mais tout est intéressant, en fait. Le lore est... C'est là où tu dis, il y a J.R.R. Martin qui a taffé là-dessus aussi, donc je sais pas à quel point il a mis sa patte ou quoi, mais a priori, Miyazaki, le boss, un peu celui qui imagine tous ces univers dans les Dark Souls et tout, apparemment déjà c'est un level, c'est un truc de fou déjà de base, et là dans Elden Ring, je m'en rends enfin compte, et du coup le côté cryptique apporte vraiment quelque chose. Là j'ai un exemple qui m'est venu vraiment en tête, c'est une des bandes annonces qui était sortie. On voyait plein de créatures, il y a plein de trucs, mais comme on connaissait pas l'univers, on savait pas quel personnage était qui, qu'est-ce qui se passait ou quoi. Et à un moment, en fait, on voyait deux personnages qui s'affrontaient, et ça finissait avec une explosion, et voilà. Tu voyais ça dans la bande-annonce, tu fais bon, bah, c'est impressionnant, c'est joli et tout. Puis petit à petit, quand tu fais le jeu, bah moi, tu sais, je t'ai expliqué que j'étais arrivé dans une zone qui était un peu... comme parasité, qui était une ambiance rouge et tout. C'est tout début du jeu, voilà. Et j'étais venu là-dedans. Et puis bon, bah, j'avais vu cette zone, j'ai fait bon, ok, je suis reparti, blablabla. Et plusieurs dizaines d'heures de jeu plus tard, je suis enfin au niveau pour aller dans cette zone. Et là, en fait, j'ai découvert le boss de cette zone, et je me suis rendu compte que c'était le mec qu'on voyait dans la bande-annonce, et que le moment qu'on voyait dans la bande-annonce, leur combat, où il y avait cette explosion, bah, c'est ce qui contaminait toute cette zone, en fait. Et du coup, en fait, tu comprends. Et tu dis, attends, il y a un truc que j'ai vu il y a plusieurs mois, que je savais pas à quoi ça correspondait. J'ai découvert après une zone, mais j'ai pas fait le lien entre les deux. Et c'est encore des dizaines d'heures plus tard que là, j'apprends qu'il y a eu une baston entre deux personnages, dont le boss que je vais affronter. Et c'est ça qui a pollué toute cette zone. Et là, tu fais, oh putain, oui, d'accord. Et tu comprends. Et ça, c'est le cas sur plein de trucs. Il y a des mecs à un moment que j'ai affronté, c'était des fantômes. Une sorte de vikings, des fantômes, dans une zone que je ne spoilerai pas.
Et c'est des PNJ, tu vois, je me bats contre eux, bon, c'est des fantômes, ok. Et plus tard dans le jeu, des dizaines d'heures plus tard, et d'un coup, en fait, je retombe sur des vikings, mais là, en chair et en os. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai que je tapais des fantômes, mais les fantômes, avant des fantômes, c'est des humains, tu vois. Enfin, c'est des créatures vivantes. Et là, du coup, je suis tombé sur, en gros, leur tribu, en vrai, dans le vrai monde, tu vois. J'ai fait punaise. Et encore plus loin dans le jeu, j'ai découvert cette tribu, une autre facette de cette tribu. C'est petit à petit, en fait, tu étoffes, tu vois, c'est... Sans spoil, pareil, c'est compliqué. Après, c'est pas de la narration, j'ai pas découvert l'histoire d'un des gars ou je sais pas quoi. Mais petit à petit, tu découvres et ça crée une cohérence globale au tout, tu vois. Et voilà, pareil pour un bâtiment dans lequel tu vas rentrer, il est totalement en ruine. Tu te balades dedans, tu fais tiens, c'est cool et tout. Et plus tard, tu vas entendre une histoire et tu vas te dire attends, mais c'est pas le bâtiment que j'avais visité. Mais si, c'est ce bâtiment-là. Et là, le bâtiment qui était déjà dans ta tête, ce qui était marqué au niveau de l'architecture et tout, des dizaines d'heures après, tu comprends son histoire. Et après, quand tu y retournes, tu fais mais non, je connais l'histoire de ce lieu, tu vois. Ah putain, ouais, t'as une seconde lecture. Ouais, c'est du ça. Coup, en fait, mais c'est non-stop. Hein. Moi, il y a un moment, il y a une sorcière que j'ai découvert dès le début du jeu, qui était cachée à un endroit, et des dizaines d'heures plus tard et tout, elle m'avait dit vite fait, ouais, je me suis fait bannir, je sais pas quoi, blablabla. Et des dizaines d'heures plus tard, j'ai rencontré un autre mec qui m'a parlé justement, il m'a pas donné son nom, mais il me parle, ouais, il faudrait retrouver une sorcière qui s'est fait bannir et tout. Puis putain, ça faisait des dizaines d'heures, mais je fais attends, mais j'ai une sorcière qui m'a parlé de ça. Et je suis retourné la voir et c'était bien elle. Et du coup, ça a étoffé son histoire à elle, mais des dizaines d'heures plus tard, quoi. Je fais putain, les gars. Enfin, c'est tout un truc. Et ce que je suis impatient aussi, c'est qu'une fois que j'ai terminé le jeu, il y a des gens qui font des analyses après du lore et qui prennent tous les détails. Parce que moi, il y a plein de détails. Du coup, toi, il y a ceux que j'arrive à relier moi-même. Mais des fois, je te dis, c'est passé de 20 heures de jeu. Hein. Donc, des fois, le trait, tu te le fais pas hein, parce que t'as oublié ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis pressé, une fois que j'aurai terminé le jeu, d'aller voir enfin les vidéos d'analyse des mecs qui vont tout mettre les pièces du puzzle ensemble. Et là, l'univers apparaîtra de façon beaucoup plus cohérente. Et ça, je suis en train de le ressentir niveau narration. Donc c'est pour ça, narration, comme on a l'habitude, il n'y a pas. Ça, faut pas s'attendre à une histoire qui va te prendre au trip. Mais d'un autre côté, c'est une forme de narration qu'on n'a pas l'habitude et qui est extrêmement qualitative. Et je connaissais la réputation du gars et là je suis en train de m'en rendre compte. Et encore, j'ai pas du tout fini. Et encore, j'ai pas encore découvert toutes les analyses et tout qu'il va y avoir derrière. Et à mon avis, ça va être fou. Il y a de quoi évoquer. Ah bah non, ça, mais oui, clairement, voilà. ouais. Je pensais pas que j'allais faire aussi long. Mais donc voilà. On arrête là. On arrête l'émission là. Et c'est sans spoil. C'est la plus longue partie sans spoil qu'on ait jamais fait de l'émission. Parce qu'en plus, je te jure, le nombre de trucs que j'ai pas spoilé du coup. Je t'ai pas spoilé les créatures, je t'ai pas spoilé les donjons, je t'ai pas spoilé les lieux, enfin je t'ai rien spoilé. C'est. Voilà. Bah, si un jour on fait une émission sur le jeu, elle durera 24 heures. Ça sera un live de 24 heures. Non, mais voilà, bon, globalement, bon. C'est intéressant. Voilà. C'est assez hypant. Mais malgré tout ça, tout ce que j'ai dit, moi je sais que c'est un jeu à pas mettre entre les mains de tout le monde. Tout simplement parce qu'il y en a qui vont avoir un mur. Pas forcément de difficulté, mais un mur de j'ai pas le temps en fait de m'investir comme ça. Non, c'est ça. Et c'est tout simplement. Et je pense que ce genre de jeu, c'est le genre de jeu où il faut être prêt, il faut avoir un moment dans sa vie où tu as un peu plus le temps de jouer, etc. Où tu vas être un peu tranquille. Et ce jeu, tu sauras que quand ce jour-là arrivera, que tu auras du temps, et ce jeu-là, il va te remercier de prendre du temps avec lui. Ça, tu le sauras, c'est sûr. Mais si t'as pas le temps, si voilà, ta vie fait que tu peux pas jouer beaucoup, etc., c'est peut-être pas le moment d'y jouer. Parce que tu risques de passer à côté, du coup. Voilà. Et je pense que c'est un jeu qui va très bien vieillir, un peu comme Zelda, hein, parce que la direction artistique, elle est déjà en retard, en fait, niveau technique. Donc, la direction artistique rattrape vraiment tout. Donc, je pense que c'est pas un jeu qui va beaucoup vieillir. Donc, c'est un jeu qu'on peut faire dans pas mal de temps, vraiment quand vous avez un moment, c'est le jeu à sortir. Après tu perds peut-être le côté communautaire. Ouais, où tout sera disponible déjà sur internet. Là c'est vrai que... Après moi je te dis, ça fait longtemps maintenant, j'ai regardé la première semaine que je jouais en direct sur YouTube et tout. Là maintenant je regarde plus. Toi tu disais qu'on suivait Chiez et Quinten, j'ai vu que Quinten elle a réussi à finir le jeu. Et Chiez c'est ce soir, je crois qu'il est en train de faire le live où il est en train de finir le jeu. Mais du coup moi j'ai regardé aucun de leurs lives. Hein. Je sais pas. Okay. J'avais juste allumé à un moment Chiez. Il était en train de se battre contre un dragon. Et du coup, j'ai rencontré après ce dragon. Mais tu vois, ça m'embêtait parce que j'avais juste regardé 5 minutes.
Et du coup, quand je suis tombé contre le dragon, je fais ah non, je le connais déjà. Alors je sais pas où il était, je suis tombé dessus par hasard, tu vois. Ouais. Mais j'aurais préféré rien voir, donc du coup, j'ai rien regardé depuis. Hein. Donc j'ai pas quand même vécu le truc en communauté directe, tu vois. C'est comme je prends mon temps, je préfère voilà pas me spoiler Ok. rien. Voilà. Donc voilà. Donc peut-être un jour une grosse émission encore plus grosse hein, sur Elden Ring, si on le fait tous les deux ou on verra. Mais n'y comptez pas tout de suite, mais abonnez-vous quand même, hein, parce que Oui, pour la ce suite. sera du lourd. Pour la suite. Et voilà, bon, Ok. je prends ma bière. J'ai beaucoup parlé, je pensais pas que j'allais parler autant. Putain. J'ai la gorge complètement sèche, donc je me prends une petite Bois. Desperados. Et je te Vas-y. laisse présenter ton coup de cœur à toi aussi. Et oui. Enfin, je vais en parler. Ça va. Ah, t'étais parti te coucher, toi. C'est. Bah, j'avais bien un réveil. Je t'ai laissé parler, je me suis endormi. J'ai fait une micro-sieste. Non, mais ça m'a donné envie, en tout cas, ouais. Ça m'a donné envie. Et bah, moi, je vais parler d'un coup de cœur qui est nettement moins populaire, du moins, je le pense. Ouais. Hein. Mais ça, C'est ouais, passé inaperçu. C'est passé inaperçu. C'est qu'il est sorti sur Disney+, en fait. Il est pas sorti au cinéma. C'est ça. Et je En trouve fait, ça tellement dommage pour Pixar, moi, je trouve. il devait sortir Ah ouais au cinéma. Ouais, en fait, il devait sortir donc c'est Alerte Rouge, hein, le film dont on va parler. On le place dans les coups de cœur parce que c'est un film de coup de cœur du moment, mais on va pas trop s'attarder dessus. On voulait éviter de le spoiler. Spoil, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le but un peu de nos top 2 coups de cœur, c'est d'éviter de trop spoiler, comme ça après ça peut vous en donner envie. Après c'est un peu difficile, on va essayer de pas le faire, je pense, on va voir. Mais bon, bref, du coup, il devait sortir le 7 janvier 2022 au cinéma, mais à cause de l'augmentation de cas de Covid-19, donc dû au variant Omicron, en fait ils ont pris la décision de ne pas le sortir au cinéma. Et c'est pour ça qu'il a été plutôt proposé de le sortir sur la plateforme de streaming, donc Disney+. Et du coup, il est disponible depuis le 11 mars 2022. Voilà. Et c'est le troisième Pixar dans ce cas-là. Hein. Il y a eu c'est ça. Luca. Saul et Luca, c'est ça. Saul surtout. C'est ça. Saul, chef-d'œuvre que j'aurais rêvé d'aller voir au cinéma plutôt que chez moi. Mais trop. D'ailleurs, qui feront peut-être tout Saul qui fera peut-être le sujet d'une émission, je pense. Parce qu'on avait adoré. C'est sûr. On avait adoré Saul. C'est sûr. Mais du coup, voilà, donc un film, je pense que si vous êtes abonné ou si vous avez moyen de le regarder, honnêtement, on vous le conseille. Du coup, je sais pas, parce que tu l'as regardé, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as bien aimé? Je croyais que j'allais arrêter de parler. Ah oui, c'est vrai. Moi, globalement, je trouve que c'est Pixar. Je trouve ils ont deux sortes de films. Je trouve ils ont les chefs-d'œuvre. Pour moi, les Toy Story, les Soul, les Coco, les Vice Versa, les Wall-E. Pour moi, c'est des vrais chefs-d'œuvre. Au-delà du film d'animation, c'est des chefs-d'œuvre tout court, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même. Alors, je sais pas combien il y a d'équipes, combien ils sont à travailler. Je sais pas comment ils fonctionnent. Mais je trouve qu'il y a des films quand même de second couteau. Tu vois que j'ai moins en mémoire, par exemple. J'ai même pas les Pixar sous les yeux, tu vois. Et il y a des genre Luca qui était sorti. Il était sympa, mais pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est juste un film sympa avec un petit message sympa, mais voilà. Et ils en ont sorti d'autres comme ça que j'ai pas, tu vois, je les zappe du coup de ma tête. Mais voilà, on sent qu'il y a ces deux trucs. Et du coup, par contre, comme ils font des vrais chefs-d'œuvre, je trouve, dès que tu vois voir un Pixar, tu te dis, j'espère que ça va être un chef-d'œuvre. J'attends d'être renversé, voilà. Et là, clairement, je trouve que ce film, pour moi, hein, personnellement, fait partie des seconds couteaux. Donc c'est un film très bien, mais c'est pas le chef-d'œuvre, c'est pas un Soul, c'est pas un Coco, quoi. Voilà. Après, il y a un côté, moi, qui m'a un peu sorti du film, c'est le côté des gamines. Je t'avoue, les gamines fans des boys bands et tout, ça m'a un peu. Oui, il y a un côté très enfantin dans le. Ouais, dans le film. Très énergique. Pour le coup, c'est très tout public. Peut-être, ouais. Ouais. Après, là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Là, c'est la première réalisation de Domichi. Donc, c'est une de ses premières réalisations en film Pixar. Et c'est la première fois aussi que c'est une équipe quasiment purement féminine.
Le chef de production, c'est Lisa Fonterigam, je ne sais pas si je le dis bien. La productrice, c'est Lindsay Collins. Et la superviseuse des effets visuels, pardon, c'est Danielle Fenberg. Et la productrice associée, c'est Sabine O'Sullivan. En fait, elle s'est entourée que de femmes. Voilà, donc c'est la première réalisatrice Pixar féminine et elle s'est entourée quasiment que de femmes. Et c'est Billie Eilish, une chanteuse, qui a fait un peu les musiques du groupe. Là, D'accord, ok. J'ai voilà. trouvé pas mal. Hein. C'est vrai que la musique Ouais. du groupe, ça m'avait fait penser du coup à Dingo et Max, où je trouvais que dans Dingo et Max, les musiques du chanteur là, étaient ultra cool. Et là, j'ai fait, en fait, là pareil, les chansons du boys band, là, c'est pas de la chanson toute pourrie, tu vois, tu sens qu'il y a quand même du taf derrière, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont travaillé dessus. Mais après, il y a aussi. Mais globalement, sinon, je peux juste dire les trucs quand même que j'ai un peu apprécié, parce que j'ai l'impression que j'ai détesté le film. Ah non, tu l'as détesté, donc tu ne parleras plus. Donc du coup, il me demande mon avis, puis après non. Il le censure. Censurez-le. Non, juste pour dire les trucs que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé globalement la métaphore du film. Tout ce voilà, tu t'expliqueras un peu plus tout à l'heure. Et j'ai bien aimé la réalisation. Je trouve qu'il y a certains plans parce que c'est une personnage chinoise, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, c'est chinoise et canadienne. Voilà, sino-canadienne. Et du coup, après, c'est ce que je me suis dit, parce que ça m'a fait penser à certaines scènes un peu de manga. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un mélange un peu, c'est une chinoise, mais il y a des mangas, et tu fais bon. Ouais, mais tout à fait, pareil, non mais c'était volontaire, ouais. Ah ouais. Ils ont fait une inspiration manga, ouais. Okay. D'où les gros yeux, d'où les. Ouais, mais du coup, c'est japonais, quoi, manga. Donc ça fait un peu, c'est japonais. Voilà quoi. Ils ont. Allez, ça passe, allez. Et du coup, mais par contre, niveau réel, moi j'ai bien kiffé. Parce qu'il y avait certains plans, mais je trouve que ça passe bien en fait. Avec le style Pixar, qui est pourtant des images en images de synthèse, tu vois. Mais le style manga, ça faisait pas, ça dénaturait pas le truc ou quoi. Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais dit avant de voir, j'y aurais peut-être pas cru, tu vois. J'aurais dit, ouais, ça va faire bizarre. Puis finalement, j'ai bien apprécié. Tu t'y habitues, ouais. Peut-être que ça peut faire un petit peu bizarre au début. Non, même pas que je me suis habitué, je trouve même pas. Non, ça m'a même pas fait bizarre. C'est dès le départ, j'ai trouvé ça passait bien en fait. Ok. Parce que le côté un peu, du coup, aussi effet manga, c'est que souvent dans les mangas, en fait, les expressions et les émotions sont exacerbées chez les personnages. Ouais. Et là, du coup, on retrouve un peu ce concept-là dans ce film. Ouais. Donc, au-delà du côté de la forme, quoi, du côté visuel, on a un petit peu aussi le fond où c'est très. Toutes les émotions sont un peu exacerbées, surtout le personnage principal, évidemment. Oui, bien sûr. Ben voilà. Après, je sais pas si tu voulais peut-être. Non, vas-y, à toi, dis-nous ce que tu as pensé du film. Donc, moi, j'ai moyennement apprécié. En fait, je me demande pourquoi je l'ai ajouté. Ça va, non, j'ai. Pour le coup, c'était une très très bonne surprise. Alerte rouge, j'ai beaucoup apprécié parce que tu vois, tu faisais référence à Vice Versa et j'avais l'impression d'avoir, avec des personnages différents, une pseudo-suite en fait de Vice Versa. Ouais. Dans Vice Versa, on a tout le côté émotionnel, tout le côté neuroscientifique de la personnage principale et on comprend que c'est pas la puberté, qui a justement le bouton rouge de la puberté dans Vice Versa. Et dans Alerte Rouge, d'où le nom Alerte Rouge, je pense que c'est pas anodin, et justement, elle rentre, donc May, la personnage principale, rentre dans la puberté, et je trouve que c'est relativement bien fait, et il y a évidemment, tu en parlais tout à l'heure, cette métaphore de la puberté, et même, on le voit façon dans certaines critiques du film, des règles, forcément, c'est une fille, c'est la puberté, et t'as le côté... le panda, t'as les règles, t'as même... C'est la première fois que je crois dans un dessin animé, on voit la mère donner des serviettes à sa fille. Il faut lui proposer des serviettes parce qu'elle croit qu'elle a ses règles. Alors qu'en fait, c'est pas ses règles. Mais il y a tout ce rapport-là. Voilà la psychopathe, la daronne d'ailleurs. Ouais, mais trop. Et parce que je voulais faire un petit synopsis peut-être du film pour ceux qui l'ont pas vu et qui aimeraient le voir. Mais du coup, je l'avais noté quelque part et je l'ai enlevé. Hein, ça c'est génial. Et d'ailleurs, celui qui a composé la musique, au-delà de Billie Eilish, t'avais le même compositeur
il a un nom particulier qui a fait la série Mandalorian. D'accord. Le... Ok. Il a participé du coup à la composition. Ok. Ludwig Göransson, voilà, Ok, ouais. qui a participé un petit peu au truc. Et, euh, et du coup, ouais, il y avait ce côté-là, donc vice versa, et le côté un peu qu'on a, parce que nous, on avait fait déjà, en fait, j'en parlais déjà tout à l'heure pour Elden Ring, mais le cerveau des enfants en 2 films. Donc on parlait du documentaire, et on avait parlé de vice versa évidemment parce que c'est très neuroscientifique en termes de vulgarisation, et de Dingo et Max. Et je trouve qu'il y a des, et de toute façon tu l'as dit, il y a des points communs aussi avec Dingo et Max, avec l'adolescence, Ouais. surtout dans le rapport Ah, que carrément. la mère a avec sa fille, Mm. où ils cherchent pas vraiment à se comprendre et ils se parlent pas en fait. Jusqu'à mais ce que ça... Et par contre, t'as vu, en Ouais. comparaison, j'y ai pensé d'ailleurs quand je regardais le film. Dingo et Max, quand j'étais jeune, je m'identifiais à Max. Et là, en le revoyant adulte, j'ai réussi à m'identifier dans Dingo. Et là, c'est la critique que je me faisais en regardant le film. J'imagine très bien une jeune fille pouvoir s'identifier dans la petite. Mhm. Mais par contre, beaucoup plus de mal à s'identifier dans les parents et dans la mère qui est à moitié psychopathe. Moi, je suis pas du tout entré dans le délire de la mère, tu vois. Je sais que j'aurais pas Ouais. agi de la même façon, alors que je sais que je pourrais agir comme Dingo dans Dingo et Max. Là, la mère, je sais que je ne Ok. serais pas comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que j'y ai pensé moi aussi pendant le film. Ouais, t'avais un petit air, ouais. Du coup, pour le petit synopsis, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient le voir, très rapide. En gros, May, dont on parle, c'est une adolescente, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sino-canadienne, qui découvre qu'elle se transforme en pandarou lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Et du coup, son but, c'est de cacher en fait ce pouvoir aux gens pour éviter de les effrayer. Au début du film, ça va pas vraiment se passer comme ça. Après, elle va changer d'avis. Mais en gros, c'est un peu le concept. Et après, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce que tu disais. Moi non plus, la mère, elle est très stricte dans son éducation. Surtout qu'ils ont un temple chinois et tout, donc peut-être qu'il y a peut-être un côté, alors c'est peut-être un petit peu stéréotypé, hein, mais culture chinoise où les émotions sont vraiment cachées. On le voit souvent dans les films asiatiques euh, où les émotions, ils laissent pas place aux émotions. C'est très froid, un peu comme l'est la mère, mais qui n'est pas du tout le cas de sa fille, qui elle est beaucoup plus exubérante. Et, et donc du coup, un truc que j'ai adoré, en fait, qui a fait que ça a été un coup de cœur, c'est au-delà du côté où May, donc sans trop spoiler, moi c'est juste la fin euh, que j'ai trouvé un peu bâclée. Après, moi je vous conseille de voir le film, mais tout le déroulement où du coup elle libère son panda, au-delà du côté puberté, et on en avait parlé dans Fight Club. Je vais le répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'émission, mais je vous conseille d'aller écouter cette émission sur Fight Club. C'est que quand on est ado, en fait, on a notre amygdale, donc en gros une partie du cerveau qui est le siège des émotions, qui atteint en gros sa maturité. Donc c'est là où on est le plus sensible. Au-delà des hormones déjà, on a une montée d'hormones qui est énorme. On a aussi donc l'amygdale qui est ultra sensible et du coup les émotions sont exubérantes. D'où l'adolescence qu'on appelle l'âge bête. C'est que c'est les émotions qui prennent le relais sur tout. Parce que le lobe frontal, lui qui est censé être la planification, la logique, la réflexion, il est mature qu'à l'âge de 25 ans, en moyenne. Donc c'est beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que les émotions sont matures très tôt pendant la puberté, alors que tout ce qui est analogique, rationnel, etc., ça arrivera beaucoup plus tard. Donc il y a vraiment un décalage entre l'émotion et le rationnel, et souvent, c'est pour ça qu'à la puberté, malheureusement, c'est comme ça qu'on peut rentrer plus dans des dérives complotistes, et c'est comme on le voit dans le film, c'est qu'on a plus tendance à, dès qu'il y a quelconque émotion, et c'est plus fort que tout. Et je trouve que là, pour le coup, dans ce film, là où c'est original, c'est que quand son pandarou sort, c'est pas que quand elle est en colère. C'est quelle que soit l'émotion. Que ce soit quand elle est excitée par la situation, qu'elle est trop euphorique, qu'elle est triste. En fait, tout fait ressortir le panda. Et je crois que ça fait partie des premières œuvres que je vois
où la personne se transforme en monstre, mais quelle que soit l'émotion concernée. Genre, si tu prends l'exemple de Hulk, on peut faire le rapprochement à Hulk. Hulk, c'est que quand il est énervé. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, c'est quelle que soit l'émotion. Et j'ai trouvé ça plus pertinent. Plus pertinent parce que ça fait penser à un truc que j'évoque souvent. Et c'est ça que, encore une fois, j'apprécie dans le film. Que j'avais apprécié dans Star Wars. Enfin, que j'avais cité pour l'émission Star Wars. Souvent, j'évoque, même dans... je sais plus dans quelle autre émission, mais bref. Le côté Carl Jung. Le côté part obscur et part morale. Tu sais, j'en ai déjà parlé de ça. Oui. Et voilà, ça je l'évoque souvent, sans trop le développer. Mais en gros, selon Carl Jung, qui est un des disciples de Freud, que tout le monde connaît, hein, Freud le psychanalyste, je pense que ça c'est... Dès qu'on parle de Freud, bon bah, il est assez populaire, hein. Ça je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais il y a un mec qui est moins connu, c'est Carl Jung, qui pourtant, même s'il est moins connu en tant que personnalité, ses théories psychologiques ont plus été développées. On retient plus les théories psychanalytiques de Carl Jung, même si on retient plus le personnage de Freud, qui était un peu le père de la psychanalyse. Et du coup, ce qui a été le plus véhiculé, qu'on voit souvent dans les œuvres, dans Harry Potter, dans Star Wars, dans plein d'œuvres, c'est ce concept-là, c'est que l'homme a une part d'ombre et une part morale. La part d'ombre, c'est quoi? C'est les émotions. Mais c'est pas forcément part d'ombre dans le sens exclusivement négative. La part d'ombre, c'est un peu la part inconsciente, la part cachée, la part instinctive, les émotions. Et après, la part morale, c'est tout ce qui est rationnel. Et là, en fait, dans le film, bah, tout ce qui est part d'ombre qu'elle délivre, c'est le pandarou. Et selon la théorie de Carl Jung, il disait que les gens en fait qui n'arrivent pas en fait à avoir un équilibre entre leurs émotions et leur part morale, leur réflexion, donc un équilibre entre les émotions qu'ils ont, l'instinct, la colère, tout, et la morale, donc c'est-à-dire la vie en communauté en fait, la vie au sein d'un État, etc. Les personnes qui n'arrivent pas à équilibrer ça, souvent, soit comme on le voit comme la mère de May, ils gardent toutes leurs émotions, ils refoulent tout pour être presque psychorigides, pour se conforter en fait à la société ou à leurs parents. Parce que là, la mère de May, si elle est aussi rigide, et on le comprend un peu vers la fin du film, enfin dans le déroulement du film, elle est comme ça par rapport à sa mère, donc par rapport à la grand-mère de May. On sent qu'elle est comme ça par rapport à l'éducation qu'elle a reçue et qu'elle retient toutes ses émotions. Sauf que le problème de ça, selon Carl Jung, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, le fait de se contenir, au bout d'un moment, ça explose. Comme une crise de la quarantaine, par exemple. Plus ou moins. Et c'est ce qui se passe, plus ou moins, avec la mère de May. Au bout d'un moment, en fait, elle va imploser. Alors que May, elle, a réussi à trouver plus ou moins cet équilibre. Via la méditation, via des petits trucs qu'on voit en fait dans le film. Au début, non, mais après, au fur et à mesure de temps, elle arrive à trouver cet équilibre. Et j'ai trouvé que à travers le film, même si c'est très enfantin, c'était plutôt une belle représentation de l'idée de Carl Jung. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est ça qui m'a le plus choqué dans le film. Déjà, le fait que le panda, ce soit une représentation de toutes les émotions fortes et tout ce qui va se passer tout le long du film. Et ça, c'est ça en fait qui a fait que c'est pas si mal. Le film est pas si mal, malgré une forme un peu enfantine. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'on le voit partout. Mais là, pour le coup, je dirais pas aussi bien expliqué, mais aussi bien exploité dans un film Pixar. J'ai trouvé ça intéressant. Et contrairement, par exemple, à Vice Versa. Juste un truc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que même par rapport à ce que toi, parce que tu m'en as assez parlé souvent du coup de toutes ces théories de Carl Jung, etc. Sauf que généralement, on prend plus comme exemple, comme tu l'avais fait avant Star Wars. Oui, c'était peut-être une erreur.
Ouais. Non, non, c'est pas une erreur du tout, parce que ça permet d'expliquer le concept, mais on Ouais. prend des extrêmes en fait. Et c'est vrai que souvent, moi, je te faisais la remarque, quand tu parlais de part obscure, je disais, c'est bon, on n'est pas tous des tueurs en série ou je sais pas quoi, tu vois. Ah oui, Parce qu'au c'est début, vrai, au c'est début vrai, moi, oui. je pensais, comme tu me présentais les choses comme ça, pour moi, c'était ça. Oui. Genre, on avait tous un tueur en série en fond de nous. Je fais, ben non, en fait. Et tu m'avais expliqué après, non, enfin, c'est pas exactement ça, tu vois. Et du coup, souvent, quand on explique cette théorie, on a tendance à prendre des situations extrêmes pour bien faire la différence entre les deux et expliquer les Et du choses. coup, on se Et là, sent ce pas que je trouve concerné. intéressant dans ce film, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, on peut réduire à une petite crise de l'adolescence finalement. Et il y a Mhm, le même ressort sans partir dans le côté obscur, côté lumineux, tu vois. Juste partir tout à fait. dans. Donc c'est ça qui est intéressant, ouais. Mhm. Et bah, oui, bah d'ailleurs, c'est pour revenir à Star Wars, c'était un peu le sujet qu'on avait eu. Peut-être qu'on en reparlerait d'ailleurs dans une future émission. Mhm. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais philosophique sur Star Wars. Et qu'en fait, Ah, cette on a part toujours pas fait d'ombre, cette émission. on l'a toujours pas fait, non. Parce que c'est vrai que, mais c'est en fait c'est le mot part d'ombre. C'est connoté très Ouais, bah, négatif. Part d'ombre, c'est ça ça. fait vraiment voilà. Ou même part obscure. Je trouve part obscure, c'est peut-être même pire. Alors qu'en fait, une part obscure, c'est une part qu'il faut accepter. Et là, pour reprendre un exemple du coup beaucoup moins extrême, pour que ce soit plus clair, c'est peut-être aussi pour ça que je voulais parler euh, de ce petit coup de cœur. Ça permettait d'éclaircir un peu ce délire-là, du moins. Là, avec Mei, en fait, sa part d'ombre, c'est le panda. Et du coup, le panda, en fait, donc sa part d'ombre, elle peut l'utiliser parfois à bon escient. Par exemple, pour raisonner sa mère. J'en dirai pas plus. Mais elle peut l'utiliser à bon escient. Un peu comme dans la vie de tous les jours, en fait. Des fois, parce que la colère, elle peut nous servir, en fait, à quelque chose. C'est pas forcément négatif. Quand on est en colère pour X raisons, il y a une façon de parler. Quand on est en colère, ça veut pas dire qu'il Ouais, bien faut sûr. insulter quelqu'un. Mais grâce à la colère, on peut Faut pas s'affirmer. mettre une gifle. Hein, Will Smith? Ouais, alors là, Will Smith, t'as déconné. Là, t'as laissé ta part d'ombre. Eh ben, c'est l'exemple parfait. Parfait. On fera hashtag Will Smith. C'est ça. Mais Le oui, panda voilà, c'est roux de l'exemple. Will Smith, ça, il a explosé. Là, il a Ah, explosé. voilà. Le panda roux, là, il a lâché son panda roux. Mais c'est exactement ça. En vrai, c'est ça. C'est ça, ouais. Là, après, il s'est excusé en parlant de l'amour. Effectivement, on en parle dans La La Land, notre émission La La Land Mariage Story, Oh là là. que l'amour nous fait faire des choses un peu, des fois, sans réfléchir. Mais faut écouter l'émission. Allez écouter l'émission, vous verrez bien. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu ça. Oui. Il a laissé son panda prendre le dessus. Et ça se résume à ça, en fait, la part d'ombre. C'est se laisser aller, laisser sa part instinctive à un moment donné. Et après coup, se dire, mais j'ai fait une connerie. Parce que je pense qu'il le sait qu'il a fait une connerie, là. Même si c'est peut-être déplacé ce qu'il a dit. Bon, après, moi, le sujet de Chris et de Will Smith, j'ai pas non plus tout suivi, mais bon, bref. Mais c'est un bon exemple, ouais. Et Mei, c'est ça que j'ai aimé, c'est que tu peux, à travers ce dessin animé, présenter aux enfants, sans parler de Carl Jung. Moi, je sais pas dire à ma fille, donc tu vois, là, tu as vu la théorie de Carl Jung, selon... le but, c'est pas lui parler de ça, mais juste d'évoquer le fait que les émotions, tu peux les contrôler. Mm. Et surtout, même à l'âge qu'elle a, c'est intéressant de prendre cette métaphore du panda, de dire que ton panda, des fois, faut le calmer. Même pas Faut pour essayer les de le enfants, maîtriser. de toute façon. Oui, ou pour les enfants. adultes Après, aussi. toi, c'est vrai que toi, t'as dû te sentir en plus concerné. Parce que ta fille a pas encore l'âge de la May dans le film. Mais tu Non, sais du que c'est tout. un sujet qui va arriver. Donc, Mhm. forcément, ça t'implique encore plus, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Oui, puis en Puis en plus... plus, ta petite, elle a du caractère. Donc, à mon avis, son adolescence. Ah, tu vas Oui, en chier. Tu c'est vas ça. en chier. c'est pour ça que, même avant de parler de puberté, c'est Ça, déjà tu la quelque chose prépares. qui peut être intéressant. Ouais. Son panda, des fois, elle les laisse, elle les laisse aller à l'école. Non, mais ouais, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film. Je trouve que c'est intéressant, en fait, de le regarder. Après, c'est vrai que moi, pour le coup, je regarde plus de films en famille. Enfin, en famille. Plus de films tout famille. Là, il y a un côté un peu enfantin dans ce film. Mm. Mais moi, j'ai peut-être plus cette... pas ébahi, mais j'ai peut-être plus apprécié que toi quand tu l'as vu
Parce que du coup je regarde avec ma fille et du coup j'essaie de... Ah bah oui, Je pense que ça peut lui apporter quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais, Et ta fille, mais on a je pense pensé que c'est quoi, du coup? intéressant. Ouais, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup Ouais. aimé. Ouais, elle a nettement apprécié. Mais il faudrait que je lui reparle avec elle dans le fond, ce qu'elle a retenu et tout. Parce qu'on en a parlé vaguement. euh, mais du coup, je fais référence des fois au panda. D'accord, oui, bah oui, mais Tu vois? c'est bien. Et donc, non, c'est là-dessus que le film est intéressant. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. De tout le côté psychanalytique. c'est c'est que voilà, il est intéressant à voir en famille. Et je pense que c'est pas un film euh, qui doit rester inaperçu parce qu'il n'est pas passé au cinéma. Comme Soul, comme Lucas, moi, je conseille aux gens d'aller le regarder, clairement. Sur tous les Pixar, regardez tous les Pixar. Après tous les Il n'y en a Pixar, ouais. aucun qui est à chier, hein, globalement. Et en plus, il y a pas mal de chefs-d'œuvre. Donc forcément. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est plus là où Vice Versa était plus neuroscientifique en termes de vulgarisation. Là, c'est beaucoup plus. C'est presque un petit peu plus philosophique. Parce que les théories de Carl Jung, on peut pas. On commence. On pourrait dire que ça a une part de vrai, mais. Parce qu'on sait que, bah oui, il y a des biais dans le cerveau qui font que, à cause de nos émotions, on peut se voiler la face. Euh, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais comme le biais de confirmation, le biais de négativité, bah, on a des biais qui font que ça, ça façonne un peu notre pensée. Les émotions façonnent notre pensée. Et c'est bizarre à se dire, mais c'est le cas, quoi. Et du coup, il y a une part de vérité. Mais là, pour le coup, dans le film, c'est très philosophique. Et même le côté spirituel chinois, j'ai beaucoup aimé. Les musiques et tout, quand ils chantent tous ensemble pour faire le rituel, là, Oui. j'ai assez apprécié. Mais là où, effectivement, vice-versa, m'émeut vraiment. Il y a vraiment des scènes où je suis euh, bah, limite, j'ai la larme à l'œil. Disons que vice versa, de son le. Ouais, il y a il y a un ton un peu plus touchant sur certains trucs. Et je trouve que c'est Oui. quand même beaucoup plus travaillé. Tout le concept Ah oui, oui. du film est beaucoup plus travaillé. Là, c'est tu prends un concept et tu l'étires. Mais tu l'approfondis pas. Mhm. C'est un peu ça Tout à le fait. truc, la différence. Ouais. Bah, c'est beaucoup plus facile et c'était ouais, on va dire, oui, c'est peut-être beaucoup plus facile de travailler sur ce concept philosophique par des émotions et par rationnel, alors que vice versa, c'était vraiment du renouveau. Là, ils sont carrément allés dans les méandres du cerveau en étant proches de la vérité, quoi. C'est quand même, ils ont fait, pour le coup, vice versa, ils ont fait une masterclass, je trouve, encore une fois. Ah bah ça. Ouais. Vice versa, c'est clairement une masterclass. Mais bon, voilà. Alerte rouge, même le rapport entre la mère et la fille est super intéressant. Donc, souvent, c'est le problème qu'on avait déjà soulevé dans Dago et Max. C'est que le manque de communication entre le parent et l'enfant, et après, c'est facile à dire, hein, encore une fois. Mais parce que même Mei, n'ose pas affronter sa mère. Et c'est grâce à son pandarou qu'elle va affronter sa mère. Donc, la puberté dans ce film, c'est pas que regardez la puberté, c'est une crise d'adolescence, on est complètement débile. Il y a quand même une évolution aussi. C'est une évolution de l'enfant. Même s'il y a une affirmation de l'enfant, mais une acceptation de ce qu'il est, mais aussi une affirmation de lui-même. Et ça va pour un mieux, quoi. Donc voilà, C'est beau. C'est beau. c'est un beau film. C'est un beau film. J'avais pas autant à dire que Dava sur Elden Si, Ring. bah, il te reste mais- une heure là. Vas-y, continue. Non, bah comme ça fait pas une émission trop longue non plus. Hein, parce que sinon, on était Non, parti pour une émission non. de 3 heures. Ah bah clairement, C'est un oui. film. C'était T'as pas- beaucoup de choses, t'as beaucoup moins de choses. En plus, on voulait pas trop spoiler le film, donc forcément. Non, c'est ça, c'est ça. J'ai essayé d'éviter, mais après, le côté culture chinoise est pareil, j'ai beaucoup apprécié. De toute façon, la culture asiatique, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que dans le film, c'est assez sympathique, tout ce côté-là. Mais voilà. De toute façon, voilà. Au moins, ça évite de trop spoiler. Donc, allez le regarder, jouez à Elden Ring. Et si, pour finir, je vais un truc qu'on avait dit avec Dava en off, Vas-y. qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on trouve Ah oui, intéressant. ouais. Tu vois de ce que je veux dire? Explique. C'est que, bon, on s'est dit, vu qu'on parle tout le temps des œuvres de façon positive, pourquoi pas prendre l'avis d'un téléspectateur qui a vu le film ou qui a joué C'était le jeu. absolument pas ce C'est que je ça. pensais. Ah bon? Tu penses à quoi?
Ah, Non, mince. parce qu'on avait parlé aussi d'instaurer en fin d'émission un barème. Si cette œuvre, on la trouve indispensable, Ah bah culte, vas-y. etc. Et ben on le fait aussi alors. Ah On bah, peut le faire. Bah, moi, pour mon coup de cœur Elden Ring, pour moi, c'est indispensable. Ah ouais? Voilà. Oui. Ah bah Indispensable. oui. Oui, les gens Après, le jeu n'est pas viennent par fini, donc ici. ça peut évoluer avec le temps, mais pour le moment, oui. Oui, parce que là, c'est un peu l'origine story de nos émissions, hein. C'est, C'est ça. avant, avec Davin, on classait les œuvres et on s'est dit, bah, vu qu'on le faisait avant de commencer les émissions, vu que c'est l'origine story de nos émissions, c'est aussi ça qui a fait qu'on a fait ces émissions, pourquoi pas le faire? Mais là, ça veut dire que si Davin considère que c'est une œuvre indispensable, je suis obligé d'y jouer. C'est un Bah, de toute façon, quand tu viendras chez moi, je te ferai tester tout. Après, quand c'est des œuvres aussi longues, c'est comme pour genre Why Meet Your Mother. Why Meet Your Mother, pour moi, c'était une série indispensable, donc que t'étais obligé, que je t'obligeais à regarder, mais pas en entier. C'était, tu essayes, je t'oblige à essayer. Et après, t'accroches ou pas. Après, je vais pas te faire regarder 10 saisons de Why Meet Your Bah, Mother. sûr, si quand c'est t'accroches pas, super tu vois. long comme ça. Oui, bien sûr. Donc c'est pareil pour Elden Ring, forcément, au moins quand tu viendras Ah, mais chez de moi, toute on se façon, fera une soirée où je te ferai découvrir le jeu. Au moins ça, bah, ça clairement. sera ça en indispensable. Quoi. Ouais. Parce que oui, il faut expliquer De toute le façon, j'ai barème envie. aux gens. On le réexpliquera mieux dans la prochaine émission qu'on fera un film. On le réexpliquera en début d'émission, comme ça sera plus clair. Mais en gros, indispensable, c'est-à-dire que c'est une œuvre qu'on vous oblige à regarder ou à faire ou à tester. Indispensable, il n'y a pas le choix, c'est faites-le, voilà, c'est comme ça. Après, il y a culte, ça fait partie des œuvres qu'on trouve vraiment phénoménales, mais qui sont peut-être pas, enfin, qu'on vous oblige pas à faire. Pour nous, c'est culte, mais il Oui, manque parce que encore cette indispensable, ça peut créer un changement dans la vie, carrément. petite- Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Indispensable, c'est vraiment, oui, voilà, pour nous, c'est des œuvres. Si vous les faites, il va se passer quelque chose dans votre tête, dans votre vie, etc. La force de Culte, l'art. ça fait partie des trucs. C'est excellent de C'est les plus avoir pour sa subjectif. culture générale, mais c'est plus subjectif, etc. Après, il y a excellent, où là, c'est des œuvres qui sont vraiment qualitatives, mais qu'on n'a pas eu le coup de cœur monumental non plus, tu vois. Mhm. Après, il y a bonne, où là, ça commence à être plus moyen, mais ça reste correct. Après, il y a moyen, où là, on a vraiment été neutre face au truc. Donc, on ne vous le conseille pas, globalement. Et après, il y a médiocre, où là, vraiment, on est en colère contre... C'est assez rare. Mais ça, normalement, vous l'aurez pas. Vous l'aurez Vous, dans pas l'émission, nos- vous ne l'aurez pas. Entre nous, on Non. l'a, parce que justement, on se donne, on regarde chacun de notre côté des œuvres, et ce médiocre, il nous sert pour dire à l'autre, ne perds pas ton temps là-dessus, regarde autre chose plutôt. C'est ça. Gagne du temps. C'est ça. Réserve ton temps pour Elden Ring plutôt C'est que ça. regarder 10 œuvres médiocres. Ça, ouais. Et du coup, Donc, pour. Bon, Elden Ring, du coup, moi, je peux pas Voilà. évidemment l'évaluer pour l'instant. Et pour Alerte Rouge, Alerte rouge, Ok. moi, je mettrais œuvre bonne, pour moi. ok. Moi, je mettrais œuvre excellente. Moi. Voilà, Pas je t'avoue culte. que c'est œuvre bonne qui tend vers l'excellent, mais quand même pas excellent. Donc, œuvre bonne. Ok. Mais positif, que ça reste positif, mais voilà. Ok. Bon, moi, œuvre excellente. Et pour ce faire, je vais faire du coup l'autre idée que tu ne pensais Voilà, pas. bah, explique alors. Oui, c'est vrai que je me rappelle plus de ça. Ouais, C'est ça. vrai. Parce que ouais, on a déjà souvent dans les critiques qu'on voit de films ou autres, les gens pour ajouter une couche vont prendre une critique négative dans les téléspectateurs en fait du film, bref dans les gens qui ont vu l'œuvre. Et nous on s'est dit pourquoi pas prendre une critique positive pour agrémenter déjà nous ce qu'on a adoré. Si Prendre quelqu'un au critique hasard. et apporte quelque chose d'autre encore, ça peut être intéressant. C'est ça, c'est ouais. Et là du coup j'en ai trouvé une. Vas-y. Donc ça sera la première fois qu'on tente le concept. Hein. Ouais, mais c'est cool. Donc, un très bon... J'ai pas C'est écrit qui je ne l'ai pas écrit. Ah, mais il faudrait que tu cites la personne quand même. C'est vrai. La prochaine fois, bah, si vous vous reconnaissez, dites-le. Le mec, il vole la critique, quoi. Il en a rien à faire. Quoi. Ouais, mais j'ai mis avis. C'est tout ce que j'ai mis. Mais t'as raison. Ça sera... On évolue petit à petit. Pour la prochaine fois, il y aura son nom. La personne va porter plainte contre le podcast. Donc cette personne anonyme, qui a voulu rester anonyme. Ah, donc c'est quelqu'un qui Alors. connaît. Non, mais pas. Attention. Si, tu Un connais. très tu bon connais. cru. C'est quelqu'un que tu connais. Pixar. Même pas. C'est moi, tu sais. C'est moi qui ai écrit le... qui je l'écris sur Halluciné et je me récite. Ouais. Un très bon cru Pixar sorti aujourd'hui sur Disney+.
et qui aurait grandement mérité une sortie cinéma. Premier long métrage de la firme à être réalisé par une femme. Ça semble fou depuis le temps. Alerte rouge est bien sûr techniquement époustouflant. Bon nombre de séquences regorgent d'idées de mise en scène géniales et mettent en valeur l'identité visuelle, une fois de plus, unique de ce film. Un croisement entre l'ambiance des années collège du début des années 2000, entre Tamagotchi et Overdose des boys band, et la culture asiatique et le cadre de la ville de Toronto. En ce qui concerne le sujet, on peut évidemment rapprocher l'histoire de cette adolescente énergique, qui tente de s'émanciper de la surprotection parentale et des traditions, à celle de Encanto. D'ailleurs, je l'ai pas vu ce film. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Moi non plus, toujours pas vu, non. Ouais. Ouais. Mais il est sorti au cinéma celui-là, donc il est pas sur Disney+. Oui, tout à fait, ouais. Donc, s'émanciper de la surprotection parentale et des traditions à celle de Encanto, mais il faut bien avouer que Alerte Rouge se montre plus malin en faisant de sa soudaine métamorphose en un énorme panda roux, au gré de ses émotions exacerbées par cet âge. Une métaphore de l'arrivée abrupte de sa puberté. Le titre n'est pas anodin. Et son besoin d'une plus grande liberté avec le risque de la transformer en frustration pour le reste de son existence, si elle choisit de l'étouffer. Le film s'empare très adroitement de ce discours pour le conjuguer à toutes les finalités de son récit avec des personnages bien dessinés pour l'occasion et réussit même à le traduire à travers de très bonnes références asiatiques qui atteignent des proportions absolument inattendues dans son dernier acte. Le tout accompagné d'une BO signée Ludwig Göransson et des chansons de Billie Eilish qui collent parfaitement à l'ambiance de cette époque. Certes, ça ne détrône pas mes favoris de chez Pixar, mais Alerte Rouge se place dans le haut du panier de leur dernier film. Voilà. Bah, je crois que tout est dit. En fait, copie sur nous, quoi. Voilà. Bah, c'est ça. C'est un truc qu'elle a soulevé qui est intéressant. C'est vrai que ça m'a fait bizarre, c'est que le film le précise pas. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du film, c'est qu'on est dans les années 90, donc c'est vraiment notre génération à nous, tout ce qui est Tamagotchi, tout ça. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent c'est dans les années 80 et c'est genre Stranger Things, tu vois, où ils poussent les années 80 à fond. Et là, ils poussent pas le fait qu'on soit dans les années 90, c'est pas le concept du truc, même si ça parle quand même de boys band, mais ça pourrait faire écho à aujourd'hui, à la K-pop par exemple, tu vois, qu'il y a aujourd'hui, donc c'est toujours d'actualité, on va dire. Ça se situe dans les années 90, mais c'est pas le sujet du film. C'est juste ça se situe à cette période-là. Ouais. C'est pas forcément précisé. Original. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça original de pas le préciser en fait. Juste, c'est comme ça et tu t'en rends compte au fur et à mesure du film quand tu vois les outils, les Tamagotchi, les trucs comme ça. Voilà. Je trouvais ça marrant parce que c'est vraiment notre génération, donc moi j'ai. Voilà. Ouais, t'avais un Tamagotchi, toi. Non, même pas. Moi, j'avais un Pikachu Tamagotchi. Moi, je suis la génération juste un tout petit peu après les Tamagotchi. J'ai pas eu les Tamagotchi, c'est juste un peu après. Moi, c'était les Pokémon et ils avaient fait des Tamagotchi Pokémon. Donc, moi, j'avais un petit Pikachu. Okay. Voilà. Ouais. Bah, moi, j'en avais un et il est mort. Voilà, allez. Moi, mon Pikachu, il est die. Hein. Il est die. Mais avec un petit stylo, tu mettais une pointe et tu reset le truc et il revivait. Le gros bouton magique. Bon, bah voilà, c'était. Non, mais c'est intéressant, je pense qu'on le fera plus souvent, du coup, en citant évidemment les jocks. Mais ça peut être intéressant. Parce que ça résume bien ce qui a été dit. Voilà. Donc je remercie la personne pour cet avis intéressant. Bon. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Je pense que toi aussi. T'as quelque chose à rajouter sur Elden Ring? Ouais, je pense que j'aurais 1000 trucs encore à raconter sur Elden Ring. Mais bon, après, je vais commencer à spoiler et tout, donc faut pas déconner. Je ferai peut-être une émission solo, les gens, où je vous parlerai full spoil d'Elden Ring pendant 4 heures. Ça va être génial. Allez, vas-y, lâche-toi. En fait, il se retient avec moi, du coup, il y a plein de trucs qu'il voudrait dire, mais qui ne peut pas. Les gars, je vais ouvrir ma chaîne au coin d'Elden Ring. Et c'est une chaîne perso où on parlera que de Elden Ring. Rejoignez-moi. Ça va marcher. Ça va. Dites-le si vous voulez qu'il fasse ça en commentaire. Donc s'il y a 10 commentaires c'est pas beaucoup. Bah non. C'est bon. Non, 400 000 pouces rouges. Pouces bleus. 400 000 pouces rouges et... Le mec, c'est le plus gros bad buzz de l'histoire. Bon.
Les amis, on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ou vous finissez cette émission. Moi, m'en vais me coucher personnellement. Voilà, parce que je travaille Et demain. pas moi. Moi, je vais aller faire la fête. Parce que demain, c'est grasse matinée. Allez, c'est la fin. Allez, on coupe. On coupe. Je vais allumer mon jacuzzi d'ailleurs. Bon, bah, je raccroche. Je raccroche. Je raccroche. Allez, Allez. salut. Ciao.